Bonjour à tous et à tous, bienvenue à cet atelier mobilité. Donc, comme vous le savez peut-être, tous les mois, depuis le début de l'année, nous organisons des ateliers thématiques, puisque l'année Capitale Verte est divisée en 12 thématiques qui permettent donc de rythmer un petit peu l'année chaque mois. Donc on a eu le climat, l'air, l'énergie, nature et biodiversité, etc. Et au mois de septembre, nous sommes sur la thématique de la mobilité. Donc, quel est l'intérêt de ces ateliers? C'est de découvrir... En même temps, voilà. Les objectifs sont donc à la fois de s'inspirer de ce que font les acteurs sur le territoire, donc des entreprises, des associations, les institutions publiques, les collectivités, mais aussi de découvrir les ressources qui permettent de relever les défis de l'année Capitale Verte. Les défis de l'année, qu'est-ce que c'est? C'est ce fascicule. Donc là-dedans, nous avons 54 défis. Les défis de territoire, ce sont des incitations à l'action. En fait, on propose à tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire les citoyens, les institutions publiques, les entreprises et les associations, à s'engager dans des défis tout au long de l'année en rapport avec les transitions environnementales et sociales. Et donc, pour pouvoir relever ces défis, il faut pouvoir savoir comment les relever, ces défis. Donc, les ressources du territoire sont là pour ça. Et c'est ce que 5 intervenants vont vous présenter aujourd'hui, des dispositifs qui existent sur le territoire en matière de mobilité pour relever les défis du mois sur la mobilité. Donc, les défis du mois, les voici. Donc, le défi 9.1, moins de 5 km à pied et à vélo. Donc, comment est-ce qu'on fait sur des trajets de moins de 5 km pour utiliser des mobilités douces plutôt que la voiture, ou en tout cas des modes de transport carbonés. Ensuite, le défi 9.2, nous avons des transports vraiment en commun. Je vais en même temps vous dire quels seront les intervenants pour chacun de ces défis. Donc pour le défi 9.1, ce sera Damien Cottereau, qui est responsable de l'unité vélo à la SMAG. On aura aussi également Marine Peter sur ce même défi, qui va nous parler des axes de vélo, de la chrono-vélo notamment, et qui est responsable de la politique cyclable métropolitaine chez Grenoble-Alpes Métropole. Ensuite, donc, sur le défi 9.2 des transports vraiment en commun, nous aurons donc Olivier Lehé, qui est chef de projet Pass Mobilité à la SMAG, et donc qui nous parlera de cette application du MAS. Nous en saurons plus tout à l'heure. Ensuite, sur le défi 9.3, halte à l'autosolisme, donc comment pratiquer du covoiturage. Et donc là, nous aurons Émilie Fagel, qui est chef de projet covoiturage à la SMAG, qui nous parlera de 3 dispositifs à découvrir sur le territoire. Et enfin, toujours sur halte à l'autosolisme, nous aurons Jean-Claude, qui nous parlera de Cities et plus particulièrement de la mutualisation de sa voiture pour réduire les dépenses en matière budgétaire, mais aussi en matière de qualité de l'air, donc éviter les émissions de gaz à effet de serre. Et Jean-Claude est chargé de communication, partenariat et relations clients chez Cities. Pour le défi 9.4 air ou bus, en fait, sur le territoire grenoblois, on n'a pas vraiment ce sujet-là, parce que, bon, en fait, mis à part, ce qu'on a souvent pour relever ce défi, c'est au sein de l'entreprise, essayer d'inciter à prendre plutôt le bus, le train plutôt que l'avion, mais disons qu'on n'a pas de dispositif en particulier qui existe pour financer plus les transports ferroviaires ou de bus que l'air. Donc pour ce défi-là, nous n'aurons pas d'intervenants ce soir, mais le défi existe bel et bien. Et il s'adresse principalement donc à des structures professionnelles qui incitent donc leurs collaborateurs à utiliser plutôt pas l'avion. Voilà. Et donc, avant de commencer et d'accueillir Damien Cottereau, nous allons à chaque fois, en fait, pour chaque intervention, on va avoir un petit quiz pour essayer de se cultiver un petit peu sur les sujets de la mobilité. Et donc, la première question, parmi tous les déplacements réalisés par les habitants de la région grenobloise, alors la région grenobloise, il s'agit de Grenoble-Alpes Métropole, Bièvre, Grésivaudan, le Voironnais et Saint-Marcellin vers Corps-Isère.
pour info, donc c'est un territoire très élargi. Donc parmi tous les déplacements réalisés par les habitants de la région grenobloise, ceux de moins de 5 km représentent, d'après vous, un quart des déplacements, la moitié des déplacements ou 2 tiers? 2 tiers? C'est vrai, tout à fait. Donc 2 tiers des déplacements en fait font de moins de 5 km pour les habitants de la région grenobloise, enfin de la grande région grenobloise. Et donc les trajets de plus de 5 km représentent en fait seulement 33%. Donc là-dessus, du coup, je donne la parole à Damien Cotero qui va nous parler donc du vélo, qui peut être donc une solution de mobilité au XXIe siècle, et notamment donc pour ces trajets de moins de 5 km pour le défi 9.1, moins de 5 km à pied et à vélo. Alors, je vous invite à rester sous le spot. Ok, voilà. Je bouge pas. Et la... Ah, ok. Là, c'est bon? Non. Ah, il est bloqué. Ah, c'est bon? Oui. Allez-y. Oui, c'est bon. C'est vous qui maniez les diapos? Oui. Ok. Le vélo, solution de mobilité du XXIe siècle. Alors c'est un petit aparté, une petite blague. Si vous cherchez des photos un peu vintage des entrées des usines Nerpic ou Lustucru dans les années 50, vous verrez une nuée d'ouvriers qui viennent à vélo travailler. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression de réinventer ce qui a déjà été fait pendant des années. Mais effectivement, ça peut être une solution de mobilité, et c'est la solution de mobilité, on le pense, pour le XXIe siècle. Alors, quelques chiffres, hein, pour ne pas vous assommer, mais 130 000 déplacements aujourd'hui réalisés sur le territoire de l'aire grenobloise à vélo chaque jour, avec une progression qui est vraiment, vraiment importante, plus 80% qu'on a pu observer entre deux enquêtes, entre 2010 et 2020. Donc on est sur un rythme exponentiel. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est homogène sur le territoire. Alors il y a des territoires très périurbains, par exemple si on cite le Grésivaudan, la part du vélo passe de 1 à 2%, alors ça peut sembler peu de choses, mais dans la réalité, ça montre qu'il y a un engouement et que c'est pas un truc de jeunes cadres dynamiques du centre-ville. Voilà. Et que ça dépasse ces frontières-là, et on le constate au quotidien. Même si, quand on passait de 1 à 2%, visuellement, ça ne change pas l'affaire. Mais la pratique est là, et elle s'installe. Et quand vous arrivez sur le boulevard Lyotet, là, vous avez l'effet waouh, parce qu'effectivement, là, on est à 18%, par exemple, des gens qui vont au travail à vélo. Et le confinement, le Covid a accéléré la pratique, et on a été nous-mêmes étonnés, on a battu plusieurs records. Hein. Le dernier, j'ai reçu un mail tout à l'heure, on a battu notre record sur le boulevard Maréchal Lyotet, hein, qui est juste à côté, là, où on était à 5000 cyclistes qui sont passés en une journée. Voilà. Et on s'en félicite. Là où, quand on avait fait des comptages avant aménagement, on était, alors c'était pas du tout vélo free handy, donc on était à 500 cyclistes jour, voilà. On n'a pas augmenté par 10 la pratique, on a juste fait un super aménagement qui est très utilisé, on s'en félicite, mais ça montre quand même quelque chose, et quand il y a une belle infra, il y a des gens dessus. Voilà. Et j'espère que ces gens-là, quand vous regardez un petit peu les catégories, vous pouvez vous émouvoir aussi de voir des enfants dessus. Et le jour où, dans notre ville, on aura nos enfants qui vont aller tout seuls à l'école, à vélo, et ben, on aura réussi un sacré pari. Et donc on a une accélération, on sent une accélération en fait de cette progression du vélo sur notre territoire. Mais ça, pour gâcher un peu la fête, voilà, les enjeux sont encore gigantesques. Là, vous avez la répartition du mode de transport suivant la distance que vous parcourez. Et vous pouvez juste voir, et c'est des chiffres qui sont un peu douloureux, hein, voilà. 1 à 3 km, vous avez 43% de déplacement en voiture pour faire 1 à 3 km. Alors bon, tout le monde ne ramène pas un meuble Ikea tous les jours, donc effectivement, 1 à 3 km, peut-être que dedans, il y aura des choses à faire autour du vélo. Voilà, donc le défi 1 à 5 km, il est vraiment entier sur notre territoire.
Et c'est des données qu'on retrouve au niveau national et qui nous amènent à réfléchir collectivement à notre mobilité de demain. Alors on identifie 4 grands freins à la pratique, et c'est pour ça que le défi, ça va être, pour moi, dans ces quelques minutes-là, de vous dire, il y a des solutions qui existent, voilà. Le premier grand frein, c'est « Ah, le vélo, c'est dangereux ». On verra comment on y répond. Le deuxième, c'est le vélo, moi, ça fait 3 fois que je me le suis fait voler, j'ai abandonné. Le troisième, c'est le vélo, c'est compliqué. Effectivement, un dérailleur, ça se dérègle facilement en un mois. Il faut le regonfler tous les mois, un vélo. Voilà, donc il y a de l'entretien, c'est pas évident. Et le dernier, c'est, j'y avais jamais pensé parce qu'en fait, moi j'ai une ligne de tram en bas de chez moi et puis finalement je m'y suis fait, mais j'ai pas eu le réflexe de me dire pourquoi pas le vélo. Et donc comment la collectivité répond à ces enjeux? Le premier, c'est le vélo c'est dangereux. Alors effectivement, depuis maintenant quand même pas mal d'années, et la ville, le territoire grenoblois a été pionnier dans les années 90 notamment, donc ça fait déjà, on a quand même de l'antériorité sur les aménagements. On fait des aménagements cyclables, et ma collègue Marine le détaillera bien mieux que moi tout à l'heure. On fait des aménagements cyclables pour sécuriser la pratique. On est bien conscient que se faire doubler par un véhicule qui fait 1,5 tonne alors qu'avec son vélo on fait 70 kg, c'est pas hyper confortable. Et donc on travaille sur ce sentiment de sécurité. Et là, j'ai mis une petite slide juste après, parce qu'on parle bien d'un sentiment de sécurité. Et pour être sur une note positive, donc ça c'est une évaluation de l'accidentologie suivant les pays par rapport au nombre de cyclistes. Et on voit que plus la ville est cyclable, moins il y a d'accidents. Voilà. Et on n'a plus, et je ne sais pas si vous avez des expériences de cyclistes en tant que cycliste grenoblois, mais plus il y a de cyclistes, moins il y a de gens qui vous disent je ne vous avais pas vu. Et effectivement, quand on ne s'attend pas à voir quelque chose, on ne le voit pas. Et donc la masse crée la sécurité. Et on a la chance, j'espère que vous en êtes conscients, mais il reste encore beaucoup de travail, on a la chance d'être sur un territoire où il y a beaucoup de gens qui font du vélo, et on a moins ce sentiment, quand l'automobiliste il va traverser une piste cyclable, il va regarder. Parce qu'il y a du monde, voilà. Et ce volume, il crée la sécurité. Et effectivement, on a une accidentologie, donc on suit depuis 20 ans l'accidentologie, donc on a tous les PV accidents, etc. Et on a globalement une accidentologie qui est stable sur le vélo. Elle est toujours trop importante, hein, mais elle est stable sur le vélo, alors qu'on a doublé la pratique. Donc il y a plus de monde, mais il y a moins d'accidents. Peur du vol. Alors, peur du vol, c'est pas illégitime la peur du vol. On a tous une expérience avec un vélo volé. Moi, c'était celui de mes 14 ans que je me suis fait voler il y a 15 ans à Grenoble. C'était un déchirement. Mais des solutions existent. On travaille, on a plus de 100 sites de consigne. 100 sites de consigne, donc on a plein de produits en consigne pour vous permettre de mettre votre vélo dans un endroit qui est fermé et qui est protégé du vol. Après, la meilleure sécurité, ça reste déjà de bien l'attacher. Voilà, un cadenas U, des antivols de roue, des choses comme ça. Mais il y a des solutions qui existent. Et puis, depuis maintenant 1 an et demi, un an, vous avez le marquage des vélos obligatoires, des vélos neufs. Donc, pour acheter un vélo, vous avez une carte propriétaire, etc. Donc, il faudra attendre un petit peu que cette nouvelle mesure fasse son effet. Et le but, c'est de jouer aussi beaucoup sur le recel. Voilà. C'est-à-dire quand vous voudrez vendre un vélo sur le bon coin, un vélo d'occasion, il faudra montrer que vous en êtes le propriétaire. Voilà. Donc fini les super bonnes affaires, les bons plans du bon coin. Voilà. Quand un vélo il vaut 5 000 € et quand on vous le vend 500, ça ne marche pas. Voilà. Et donc on a travaillé sur plusieurs types de consignes. Et donc vous avez de la grosse consigne à la gare qui est en haut à droite, à de la consigne de proximité. Et ça qu'on installe pour des stationnements juste en bas de chez soi. Pour répondre à l'ensemble des besoins, même s'ils sont nombreux. Voilà. Et puis on travaille aussi sur les normes d'urbanistique sur tous les bâtiments neufs, pour qu'il y ait des garages à vélo qui soient suffisamment dimensionnés et bien foutus, pas derrière 4 portes qu'il faut pousser du pied. Le troisième frein, un vélo c'est compliqué. Un vélo, effectivement, ça nécessite de l'entretien. Tous les mois, il faut le gonfler. Il y a plein de gens, je suis toujours effaré, si vous allez devant l'agence Vélo Plus à la gare, vous voyez le nombre d'usagers qui arrivent, et puis on les voit peiner, et en fait, c'est juste que leur vélo, il leur reste 0,5 bar dans le pneu avant et arrière. Voilà. Un vélo, ça se regonfle tous les mois. Un vélo, ça s'entretient. Et là-dessus, nous, on a travaillé pour
avec le service MVélo Plus pour proposer aux habitants qui n'ont pas envie de l'entretenir, qui n'ont pas envie de s'embêter avec ça, une offre, tout compris, location et entretien là-dessus. Et on a la première flotte de province, donc on a 9000 vélos à la location, et on a un taux d'équipement, un nombre de vélos à la location par habitant qui est juste 20 fois supérieur à l'ensemble des villes françaises. Et puis on a travaillé aussi pour faire découvrir ce vélo aussi, en disant il y a des vélos on a tous des besoins différents avec son vélo. On peut avoir besoin d'un vélo adapté, on peut avoir... Alors le tandem c'est plutôt pour le fun, hein, c'est pas forcément le vélo de tous les jours. Mais on a travaillé aussi à développer cette gamme, aussi dans une optique de dire, vous voulez peut-être vous équiper, vous hésitez à acheter un vélo qui est un peu cher, un vélo électrique ou quelque chose comme ça, et ben on est là pour vous faire essayer, vous permettre d'essayer pendant un temps, avant de mettre un gros chèque sur la table, quoi. Voilà. Donc c'est aussi la vocation du service, c'est de vous permettre d'essayer du matériel et voir si ça correspond à vos besoins de mobilité. Et je finirai là-dessus. Peut-être vous vous êtes dit, je ne sais pas si les questions c'est maintenant ou pas. Vous pouvez finir la présentation, on fait les questions. 2 minutes alors. Ah pardon, il y en avait une. Oui, il y a monsieur qui levait le main. Pardon, Non, c'était juste pour connaître un petit peu les chiffres des vélos un peu spéciaux que vous mettez en location. Il y a combien de vélos cargo par exemple? Alors sur les volumes de matériel, on a des assez petits volumes sur les matériels de vélos spéciaux parce que c'est des vélos qu'on ne loue pas très longtemps. On les loue, ce qui coûte très cher à entretenir et à acheter. Donc on les loue sur des petites périodes. Donc on a une 60aine de vélos cargo. Par contre, on a 200 vélos pliants. Non, je ne sais pas si je les ai mis. 200 vélos pliants. On a aussi, par contre, sur le vélo électrique, on commence à vraiment s'équiper parce qu'on voit qu'il y a une vraie demande sur le vélo électrique. Donc là, on arrive à une flotte de 550 vélos électriques. Voilà. Mais après, on peut se féliciter quand même. Voilà, en France, on va parler que de vélo électrique. Mais la majorité de la flotte de MVélo Plus, c'est du vélo standard, parce qu'on est à la ville la plus plate de France. Et donc, il y a une appétence pour dire, moi, le vélo standard, ça me va. Voilà. Et ça nous distingue un peu dans le paysage national. Voilà. C'est bon ? Oui, merci. Et la dernière action qu'on développe au SMAC, c'est se dire, il y a pas mal de gens qui disent, en fait, le vélo, j'y avais pensé, ou le vélo, peut-être en ville, c'est compliqué ou c'est dangereux. Et par l'événementiel, on va chercher à créer des occasions pour faire du vélo en ville. Et on utilise des ruses un peu sournoises. Par exemple, on va vous proposer un escape game totalement gratuit. Et puis, on va vous faire déplacer dans la ville pour vous faire découvrir les infrastructures cyclables. Et vous allez le faire de manière ludique. Et à travers ça, on espère que, en rentrant chez vous, vous dites, en fait, ouais, j'ai fait 10 km en ville, mais en fait, c'était super sympa. Et c'est possible avec une famille, des enfants, etc. Donc, on est un petit peu retard sur ces événements, mais effectivement, ça permet de créer un déclic. Voilà. Et on le crée aussi à différents niveaux. Je prendrai un dernier exemple. On a un challenge dans les écoles, et toutes les écoles, on a beaucoup d'écoles qui participent, on travaille ça avec la DTC, et tous les ans, on propose un challenge, et le but, c'est que le maximum d'enfants, un jour donné, ils viennent à l'école à vélo. Et cette année, on a enregistré un record. Il y a 2 ans, on était à 50 écoles inscrites, là, on est à 120 groupes scolaires. Et vous avez plus de 15 000 enfants le jour juste qui viennent à l'école à vélo. Et pour les récompenser, ils ont une petite plaque, un peu comme le routard là, qu'on a devant les restos, et vous dites, vous êtes une école, 1 roue, 2 roues, 3 roues. 3 roues, vous êtes les super champions, vous êtes le 3 étoiles Michelin, quoi, l'équivalent au niveau cyclable de votre école. Et c'est une manière de les récompenser, et puis l'idée c'est que l'année d'après, ils gardent leur médaille, etc. Voilà. Donc ça, c'est effectivement cet événement, on le fait depuis plusieurs années. Et puis on a aussi des campagnes pour créer un peu le déclic. Voilà, on a tous observé les prêts à la pompe qui sont devenus cette année, qui ont suivi une courbe exponentielle. Voilà. Et on s'est dit, c'est une belle occasion pour dire que, effectivement, l'air que vous mettez dans votre vélo, lui, il est gratuit. Super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, je vous incite juste à parler fort pour qu'on vous entende bien. Merci beaucoup. Valérie Godzik, je travaille à la métropole d'agglomération grenobloise. Et dans les fringues que vous évoquiez, il y en a un qui me manque. Parce que moi, je travaille à la plateforme Mobilité Emploi, du coup au service insertion et avec des publics en insertion. Et celui qui me manque, c'est je ne sais pas faire de vélo. Parce qu'il y a quand même beaucoup de publics adultes
qui n'ont jamais appris à faire de vélo et qui ne savent pas en faire. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, c'est un frein à utiliser le vélo. Donc du coup, c'est vrai que nous, on essaye aussi de proposer des vélos-écoles pour apprendre, et avec votre aide aussi. Hein, donc, mais c'est vrai que c'est important de savoir qu'il existe des vélos-écoles sur Grenoble, parce que voilà, le premier des freins, c'est apprendre à en faire. Rien à dire, hein, vous avez raison. Voilà, effectivement, on emploie des moniteurs pour faire ça, mais ça reste encore tellement partiel. Vous avez raison. La DTC propose des stages de remise en selle aussi. Alors, il y a une offre de remise en selle qui est pluri. Il y a plusieurs acteurs qu'on peut trouver sur la partie remise en selle. Effectivement, la DTC en propose. On le fait aussi avec le service MVélo+, on a des cours réguliers. Et on travaille aujourd'hui pour justement les travailler au plus près des publics plus précaires dans les quartiers politiques de la ville. Et on a un programme qui va se déployer à partir de l'année prochaine et qui devrait comprendre notamment de l'apprentissage en milieu scolaire généralisé à tous les enfants. Donc tous les enfants sortis de CM2 qui puissent savoir faire du vélo. Des ateliers de mécanique aussi dans ces quartiers pour sortir les vélos du garage et puis les réparer et avoir et puis compléter avec justement de l'apprentissage. J'avais une question. En ce qui concerne les écoles qui participent au fait que les élèves viennent en vélo, est-ce qu'il y a quelque chose de plus large qui est proposé, comme par exemple, effectivement, pouvoir bricoler les vélos? Parce que je sais que dans certains établissements scolaires, il y a des enseignants ou d'autres personnels qui essayent d'apprendre, de créer des ateliers de réparation, mais ça implique des connaissances qui ne sont pas forcément à la portée de chaque établissement. Et donc peut-être qu'il serait intéressant, en même temps qu'on propose de faire ce challenge, de créer des ateliers de réparation pour vraiment faire le tour de ce qui est autour du vélo, quoi. Oui, alors vous avez raison, et on a une petite carotte là-dessus, c'est que les écoles qui participent au challenge, on leur offre une animation en plus pour les stimuler, pour faire durer un petit peu l'événement dans le groupe scolaire. Et dedans, on a cet atelier de réparation. Donc on a un atelier de réparation, on a aussi des moniteurs qui peuvent venir donner des cours de maniabilité. Et puis on a travaillé aussi avec une troupe de spectacle, sur un spectacle autour de la mobilité, qui est absolument incroyable, et qui réunit vraiment les enfants pour amener une réflexion en disant, effectivement, le vélo, objet du futur. Moi, je suis Fabien Arnaud, Société Alma. Je suis cycliste au quotidien et je trouve que pour se déplacer dans les zones commerciales, par exemple à Comboire ou à Champ-Roman, c'est pas évident à vélo, il n'y a pas la place et il n'y a pas de stationnement non plus. Par exemple au Leclerc, qui est un magasin géant, stationnement vélo, ils y sont pas. Il y a quelque chose qui est prévu pour ces zones-là. C'est une très bonne question. Si vous voulez prendre l'exemple de Comboire, le foncier de Comboire est essentiellement privé. Donc il est du ressort du magasin Leclerc, par exemple, pour ne citer que lui, d'installer ses arceaux sur son foncier. En fait, il y a très très peu de foncier public sur la zone de Comboire, parce qu'on a travaillé sur des aménagements cycles avec Marine qui était là, pour connecter Comboire, et c'est très très compliqué, parce qu'on a très peu d'espace public. Par contre, on a un vrai enjeu autour des courses à vélo. Et en tout cas, un premier niveau, et là on travaille aujourd'hui au SMAG avec une start-up française qui a développé un produit pour avoir du stationnement en raie. Parce que mettre un arceau c'est bien, mais quand on vient en vélo électrique, on a aussi beaucoup de demandes en disant « Mais moi quand je vais faire mes courses, il faut que je puisse être sûr d'avoir un stationnement qui soit fermé, et je ne veux pas que mon vélo reste dehors. » Et donc on travaille là, et on espère que d'ici l'année prochaine, on pourra tester du matériel qui nous permet, via une appli, etc., quelque chose de très simple. On réserve son stationnement en partant de chez soi, on arrive et puis on peut réserver, on débloque avec son téléphone, on va débloquer la boîte, on met son vélo dedans, avec son petit caddie si on est bien équipé. Et c'est des produits qui n'existent pas encore sur catalogue et qui sont en train d'être développés. Et là, il y a un test qui est fait dans la région d'Orléans. Voilà. En complément, juste, pardon, du coup, vous parlez beaucoup d'emplacements sécurisés. Moi, je trouve qu'il manque aussi beaucoup d'emplacements non sécurisés, des arceaux. Enfin, dans le centre de ville de Grenoble, pour se garer, c'est
une fois sur 10 qu'on trouve une place, sinon c'est sur une gouttière, devant une porte de magasin. Enfin, c'est vraiment très compliqué en plein centre-ville de se garer à vélo en fait. Je parle pas de l'hôpital où j'étais toute la journée, où tous les stationnements sont complètement saturés. Enfin, donc il y a vraiment quand même une infrastructure, même non sécurisée, disponible un peu partout. Bon, à Narceaux, c'est sécurisé dans un sens, mais voilà. Le centre-ville, et puis Marine, tu pourras compléter si tu veux, mais le centre-ville, c'est une volonté de dire c'est un espace piétonnier avec des cyclistes qui circulent au pas. Voilà, si on va recouvrir, et il y a de la demande pour ça, si on recouvre la place Grenette d'Arceau Vélo, super, hein, il y aura plein de cyclos. Mais aujourd'hui, il y a un conflit qu'on ne peut pas se permettre dans une ville durable du XXIe siècle, c'est le conflit entre les cyclistes et les vélos. Les piétons, pardon, et les cyclistes. Et il y a des espaces, effectivement, qui sont sanctuarisés, qui sont des espaces piétonniers, avec des cyclistes tolérés au pas. Et ce conflit-là, on ne peut pas se l'autoriser. Et si vous avez regardé les derniers aménagements qu'on a pu faire, ils ont consisté beaucoup à séparer les flux, à dire attention, on veut bien montrer où est la place de chacun. Parce que on ne peut pas se permettre le luxe de dire, enfin voilà, si vous marchez, c'est aussi bien que faire du vélo, etc. Et c'est deux modes qu'on veut vraiment mettre en avant et pas du tout opposés. Donc ce conflit, on ne peut pas se le permettre. Et d'où le fait que vous ne trouvez pas d'arceau. Et désolé, c'est volontaire, il faut vous garer en amont. Voilà. Dans le centre d'Amsterdam, ils ont réussi. Allez-y, je crois que c'est... Ok. Nous, on est une société qui travaille en vélo cargo. Et là, je vois que vous parlez des infrastructures réservées aux vélos classiques. En termes d'infrastructures, actuellement, les Grenoble sont en train de partir en plein essence sur les vélos cargo. Et le problème, c'est que parfois, on n'a pas vraiment de place. Enfin, on a l'impression de gêner à la fois les vélos et de gêner à la fois les voitures. Donc, ça veut dire que quand on est sur quand on roule avec les voitures, on se fait klaxonner parce qu'on va pas assez vite, parce que concrètement, avec un vélo, j'ai 300 km sur le moment, j'ai du mal à dépasser les 20 km/h. Et quand je suis sur la piste cyclable, et ben, un problème existe. Donc du coup, j'ai parfois aussi des vélos. Et qui est cette place pour le futur pour ces vélos qui sont en train de partir en expansion sur le vélo. Moi, je trouve ça chouette, du coup, je suis à ici. C'est une super remarque. On peut citer un exemple, c'est les grands boulevards par exemple. Les grands boulevards de Grenoble. Moi j'étais déjà, quand la ligne a été créée, je bossais au syndicat des transports. On a créé la ligne, c'était juste un tuyau pour faire passer plein de voitures. Il y avait des gens au deuxième étage, ils avaient un autopont devant chez eux, etc. Donc on a fait un super tram, et puis on a fait un bel espace, un beau plateau piétonnier, etc., qui était super, avec une bande cyclable sur le trottoir. Enfin, il y a un espace cyclable sur le trottoir, donc on a du mal des fois à définir, et parce qu'il n'y avait personne. Et on s'est dit, de toute façon, par rapport à avant, on leur offre 10 fois plus de place. Résultat, on a un aménagement qui est devenu assez rapidement obsolète, parce que les piétons, les cyclistes sont appropriés cet espace-là. Et effectivement, on s'est dit, ça aurait été dur de dire 10 ans avant que ça allait devenir comme ça. Et peut-être on a cette même remarque-là, je pense qu'on peut partager sûrement le même rêve d'une ville avec 40% de part modale vélo. Dans 10 ans, on aura des bouchons de vélo et on en voit déjà sur Chavant, et on va se dire, on a fait trop petit, il faut faire plus grand. On a commencé à y répondre en se disant, le standard chrono vélo, ça va être 4 mètres de large. Mais si on est vraiment 40% à faire du vélo, punaise, ça sera peut-être trop étroit. Et on va éviter des secteurs des pistes cyclables, parce qu'il y aura tellement de monde dessus qu'on sait qu'on va être embouteillé. Alors moi j'ai un deuxième problème par rapport à ça que j'ai quotidiennement, vu que quand j'utilise mon vélo cargo pour aller voir mes clients, j'ai ce problème-là. C'est également que parfois les pistes cyclables sont placées à un endroit que moi je ne peux pas pratiquer du tout. Parce qu'elles sont placées au sens inverse de la circulation. Typiquement, moi je passe tous les jours pour le triqueroître, les triqueroîtres. La piste cyclable est indiquée pour aller dans un sens et les voitures vont dans l'autre sens. Et je me retrouve, mais peu importe l'heure, même si je pars à minuit ou à 6h du matin, à être face à face avec une voiture et je ne peux pas passer. Parce que mon véhicule permet de la route. Je ne peux pas passer si. Voilà, ces pistes cyclables qui sont placées en sens inverse est un vrai problème.
Après, en fait, c'est le sujet de Marine, donc après, on va l'écluser. Donc, il restait madame, peut-être. Oui, ça sera la dernière question Voilà. pour qu'on puisse passer justement après à l'intervention de Marine. Je voulais revenir à ce dont vous parliez auparavant, c'est-à-dire la promiscuité qu'il y a entre les gens dans la ville, et entre les trottinettes, les roues, les ouailles et les vélos qui sont sur les trottoirs, qui sortent de n'importe où, qui vont n'importe où. Je pense que le code de la route chez les enfants devrait être absolument sanctuarisé, afin que, en grandissant, ils en aient encore quelques soubresauts et qu'ils l'utilisent. Parce que même s'ils le connaissent d'ailleurs, ça ne change en rien. Il y a des espaces où on ne sait pas qui va arriver en face, qui va arriver derrière, qui va arriver à côté. Et vous avez des personnes âgées sur les trottoirs, je peux vous dire que ça, je les plains sincèrement. Et ça, cette façon d'être ensemble en ville. Alors il y avait eu un petit guide de fait il y a 2 ans, je crois, par la ville de Grenoble, sur le guide du meilleur cycliste ou du bon cycliste. Mais je crois qu'il faut le valoriser et remettre un peu de savoir-vivre en ville comme ailleurs. Rien à rajouter. Ouais, on est 100% d'accord et on veut une ville à vivre et qui soit agréable pour chacun. Les trottinettes ont quand même emmené beaucoup de problématiques vélo. Merci beaucoup pour cette intervention, Damien Cotreau. Avant de passer à l'intervention de Marine Peter, on a une petite question entre deux. Donc, d'après vous, quelle est l'évolution du nombre de déplacements à vélo entre 2010 et 2020 à l'échelle de la grande région grenobloise? Plus 40%, plus 60% ou plus 80%? 80, 60 ici, 80, personne sur 40, on est là. Ok. Effectivement, 80%. Donc, sur 10 ans quand même, mais sacrée évolution. Donc, Marine Peter peut-être pourra nous en parler un petit peu plus. Donc, hop, je vous invite à venir sur le plateau. Donc, Marine Peter, coordinatrice de la politique cyclable métropolitaine à Grenoble-Alpes Métropole, et nous sommes toujours sur le défi 9.1, donc moins de 5 km à pied et à vélo, et vous allez nous parler du réseau Chronovélo. Quel bilan et perspective? Bonjour à tous, donc je vais compléter les propos de Damien sur la partie infrastructure. Donc sur la métropole, c'est un doublement en 10 ans. Mais peu importe les chiffres, le vélo, voilà, c'est le mode qui a la croissance la plus rapide sur le territoire. Par contre, c'est bien la marche qui est le mode de déplacement, le premier mode de déplacement, on dit alternatif à la voiture, parce que pendant effectivement toute la seconde partie du XXe siècle, on a construit la ville autour de l'automobile. Donc voilà, les autres modes sont considérés comme des modes alternatifs. Voilà, aujourd'hui, le nombre de déplacements sur la métropole qui sont réalisés à pied et à vélo est équivalent au nombre de déplacements réalisés en voiture. Et c'est quelque chose qui est en forte croissance et qui est amené à continuer. Le potentiel du vélo, il est énorme. Alors là, vous avez sur une carte les petits traits bleus, on voit pas la différence, mais les petits traits bleus, ce sont 5 km. 5 km, ça représente 20 minutes en vélo classique et un peu moins d'un quart d'heure en vélo électrique. Donc vous voyez qu'avec 5 km, on peut déjà faire une bonne partie du territoire. Le rond que vous voyez en gris, ça correspond grosso modo à une demi-heure en vélo électrique. Tous les déplacements qui sont à l'intérieur de ce cercle-là font moins d'une demi-heure. Donc concrètement, avec le vélo, on peut aller partout. Et le vélo électrique a vraiment décuplé le potentiel du vélo. Tous les experts s'accordent à dire que le vélo électrique est en mesure de faire passer un bon nombre d'automobilistes du volant au guidon. Voilà, y compris un article du Monde ici cité. Les infrastructures, le projet Chronovélo, il est venu du fait que justement donc le potentiel du vélo est énorme, mais le premier frein cité par les habitants à l'usage du vélo, c'est vraiment le sentiment d'insécurité. Donc Damien en a parlé.
On a ici une enquête nationale qui a été réalisée par la Fédération des usagers de la bicyclette qui dit que 90% des gens estiment que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour que les enfants et les personnes âgées se mettent au vélo. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument changer. C'est vraiment un objectif sociétal hyper important que de permettre à tous ceux qui voudraient se mettre au vélo mais qui n'osent pas de le faire. Encore une fois, y compris vraiment les plus qu'on qualifierait de plus vulnérables. Donc le projet Chronovélo, il est là pour ça, pour donner envie et rendre possible la pratique du vélo. Le réseau Chronovélo, il aura 4 axes, il fera 49 km et il permettra de desservir quasiment 200 000 habitants, 140 000 emplois, 60 000 étudiants et scolaires. Ça, c'est le réseau cible à ce jour, mais le SMAG a indiqué dans son plan de déplacement urbain un objectif de doublement du réseau Chronovélo. Donc à terme, on aura plus d'une centaine de kilomètres de ce fameux réseau labellisé Chronovélo. Chronovélo concrètement c'est quoi? C'est avant tout déjà des itinéraires qui sont continus. Alors évidemment le réseau est en cours de déploiement, donc il reste quelques discontinuités qu'on s'attelle à résorber. Mais voilà, on sera bien sur 49 et à terme plus d'une centaine de kilomètres absolument continus. Et puis c'est aussi une plus grande sécurité, une plus grande capacité, un plus grand confort, une plus grande lisibilité des services avec des stations qui proposent des pompes notamment. Et ce réseau aujourd'hui, il satisfait, alors je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion de répondre au questionnaire qu'on a fait passer en juin pour tous les usagers du réseau Chronovélo et puis plus largement de l'espace public. Et donc ce questionnaire, voilà quelques premiers résultats. 96% des usagers sont satisfaits du réseau. Et pour 70% des nouveaux usagers, alors nouveaux, on considère nouveaux à partir du fait, enfin ça fait depuis 1 an ou moins qu'ils font du vélo. Pour 70% d'entre eux, le déploiement du réseau Chronovélo a vraiment contribué à ce qu'ils se mettent au vélo. Voilà, donc on sait que c'est vraiment un facteur on appelle ça de report modal, voilà, un facteur qui aide les gens à se mettre au vélo. On a une augmentation du nombre d'usagers, ça je pense qu'elle est visible à l'œil nu. On a plusieurs compteurs aussi qui nous l'attestent. L'année dernière, on a 3 compteurs qui ont passé le million de passages dans l'année. Cette année, d'ailleurs, le compteur sur le cours La Fontaine risque de passer le million là, dans les prochaines heures. Voilà, c'est quelque chose qui est encore en croissance. Et à noter aussi que dans ces passages comptés, il n'y a pas les trottinettes qui sont. Enfin, le dispositif pour l'instant ne permet pas de détecter les trottinettes électriques, enfin les trottinettes tout court. Or, ces trottinettes, on les estime à ce jour à peu près entre 10 et 15% du trafic sur les points de comptage au centre-ville en tout cas. Et c'est un fait notable aussi de l'enquête. A priori, il y aurait autour d'un tiers des nouveaux usagers seraient des usagers dits électrifiés, donc que ce soit vélo électrique ou trottinette électrique. Donc on parlait tout à l'heure des conflits d'usage. Effectivement, c'est quelque chose de toute façon, c'est une tendance de fond voilà, qu'on commence à mesurer maintenant au travers d'enquêtes. Et puis ce qu'on voit aussi, au-delà de l'augmentation de la pratique, c'est une augmentation une diversification plutôt des usagers. Donc il y a beaucoup plus de femmes, d'enfants, de personnes âgées, de vélos cargo. Et pour ce qui est de juste un petit focus sur les femmes, l'enquête a aussi permis de montrer que, a priori, la tendance s'inverse. Avant, il y avait un peu moins de femmes qui faisaient du vélo que d'hommes sur le territoire. Et aujourd'hui, parmi les nouveaux usagers, on a un petit peu plus de femmes que d'hommes. Voilà, on est en train de vraiment petit à petit de féminiser la pratique. Donc ce réseau Chronovélo, il en est où du déploiement? Aujourd'hui, on a 25 km qui sont disponibles. On en aura grosso modo 3 de plus d'ici la fin de l'année, puisqu'il y a des travaux un peu partout sur le territoire, les 3 branches, Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Hères, Gières, Pont-de-Claix. Voilà. Et puis il y a 2 concertations publiques qui sont à venir là pour cet hiver. Une sur l'axe 4 Grenoble-les-Bains, donc vous avez la carte ici, et l'axe 1 Fontaine, Grenoble-Fontaine. Pour quand Pour cet hiver. D'accord. Voilà, et puis il n'y a pas que Chronovélo sur la métropole. Il y a 450
km d'itinéraires cyclables au total, et dont 200 qui sont, on dit en site propre, qui sont vraiment séparés du trafic motorisé. Donc ce sont soit des pistes cyclables, soit des voies vertes. Les voies vertes, ce sont des voies qui sont interdites aux véhicules motorisés, mais qui sont partagées entre piétons et vélos. Et puis on a aussi évidemment plein de projets sur ce réseau classique entre guillemets. Donc il y a 70 km de pistes cyclables et voies vertes qui sont en projet, en étude à la métropole actuellement. Et au-delà du réseau cyclable, en fait, le plan d'action métropolitain, il s'articule autour de 5 axes. Donc, il y a la création des aménagements cyclables, mais avec un focus aussi sur la résorption des points noirs. C'est pas tout de créer des aménagements, il est aussi important de les entretenir. On y parle aussi du stationnement sur l'espace public, on en a un petit peu parlé juste avant. Et puis, il y a tout un axe autour de la promotion de l'ensemble des pratiques du vélo et du territoire en tant que terre de vélo. Donc voilà, il y a une politique cyclable qui est vraiment ambitieuse, de la métropole, du SMAC, Damien en a parlé, de l'ensemble de l'écosystème vélo. On peut rajouter les vendeurs, réparateurs de vélos, les associations. Voilà, on est très 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 nombreux à mettre en place des actions sur le territoire pour développer la pratique du vélo et pour faciliter vos déplacements, nos déplacements à tous à vélo. Et toutes ces actions, elles se mettent en œuvre parce que les enjeux, ils sont énormes. Concrètement, il y a des enjeux à la fois individuels et collectifs à l'essor de la pratique du vélo et de la marche à pied. Donc c'est des enjeux déjà avant tout de santé physique et psychique, on en a quand même pas mal parlé pendant le confinement. Et ces enjeux, ils sont d'autant plus importants pour toutes les personnes qui ont peu d'autonomie, à savoir les mineurs, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. C'est vraiment primordial de donner accès à ces activités-là. Et puis c'est des enjeux à une échelle plus macroscopique de résilience du territoire vis-à-vis de toutes les crises qu'on a été amené à avoir ces derniers temps et qu'on sera encore amené à avoir dans les prochaines années vraisemblablement. Donc là, pour citer juste les deux dernières, la crise sanitaire évidemment et puis la crise du coût de l'énergie, on en a parlé aussi. Pour tous ces enjeux-là, il y a une nécessité qu'on se déplace collectivement plus en vélo et en marche à pied. Donc je finirai juste là-dessus avec deux petites questions que je vous invite à vous poser, vraiment à prendre le temps de vous poser ce soir ou à te poser à vos proches. Il y a une enquête mobilité qui est réalisée tous les 10 ans, donc là je reviens sur le petit graphique qu'on voyait au début. On voit que la croissance est forte de la marche et du vélo, mais dans 10 ans, selon vous, quelle sera la mobilité sur le territoire ? Voilà, quelle sera la part des déplacements à pied, à vélo, en voiture ? Posez-vous vraiment la question, et puis ça commence avant tout par nous tous, en fait. Donc déjà, vous, vos proches, quelle part de leurs déplacements sont à pied, à vélo aujourd'hui, et quelle part elle sera demain ? Voilà, je pense que c'est des questions qui valent le coup de se poser dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'intervention de Marine ? Oui, madame ? Moi j'ai une question, vous avez parlé de la métropole et du SMAG. Qu'en est-il de la SNCF et du coup de la mixité des vélos-trains, qui est quand même, il y a très peu de place pour les vélos dans les trains. Quand moi je prends le train pour aller à Maran, ça reste compliqué, quoi. Alors, c'est plus un sujet du SMAG, je me compléterai si tu veux. Pour l'instant, l'intermodalité vélo-train, elle est pas simple. On préconise plutôt, dans les pays nordiques, en fait, l'intermodalité, elle se fait surtout en posant le vélo en gare et en récupérant un autre vélo de l'autre côté. Voilà. Après, là, on a parlé par exemple des trottinettes électriques. C'est vrai que ça permet aussi une intermodalité aussi plus simplifiée, voilà, parce que la place dans les trains, elle n'est pas illimitée et que voilà, ce qu'on préférerait, c'est que les gens plutôt se déplacent en vélo avant et laissent leur vélo à la gare. Je me suis pas présenté tout à l'heure, je travaille à la Commission internationale pour la protection des Alpes, donc j'ai une question un peu montagne. Est-ce que vous comptez à terme aussi aller développer le réseau chrono-vélo ou même des pistes cyclables sur les contreforts des différents massifs qui entourent la ville de Grenoble? Vous avez dit qu'un tiers des nouveaux usagers utilisaient l'électrique. Du coup, ça se développe aussi pas mal pour les pratiquants de la montagne. Et puis, on est quand même une ville de grands pratiquants de la montagne qui commencent à
à partir de la vallée pour monter en montagne, aller pratiquer soit du ski, soit de l'escalade, etc. Est-ce que vous avez pensé un petit peu ces nouvelles pratiques? Est-ce que vous l'intégrez? Est-ce qu'il y a à terme une volonté de développer même des pistes cyclables pour monter en station de ski, pour monter en montagne et aller changer la manière d'y aller? Parce qu'il y a des études qui montrent que la grande partie des émissions de gaz à effet de serre des stations sont liées en fait au transport, plus d'un tiers. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va être aussi travaillé sur la question de la montagne? Alors c'est une excellente question. Alors oui, le sujet des... Alors sans aller jusqu'à la montagne, jusqu'aux stations de ski, le sujet des coteaux, on appelle ça, en tout cas des territoires un peu plus en altitude, est un sujet clairement en termes d'infrastructure cyclable. Donc là par exemple, on a un gros projet de liaison du plateau de Champagny, voilà, intégralement en infrastructure dédiée. De là à aller jusqu'aux stations de ski, encore une fois, c'est un autre projet. On a pour l'instant les moyens financiers sont quand même concentrés là où il y a le plus de potentiel, c'est-à-dire en fond de vallée, quand même malgré tout. Parce qu'on a déjà beaucoup à faire dans le fond de vallée. Une fois qu'on aura vraiment une part modale excellente en fond de vallée et qu'on aura mis toutes les infrastructures qu'il faut, on se posera la question des territoires de montagne, mais pour l'instant on s'arrête au coteau déjà. Je voulais poser une question tout à l'heure qui allait exactement dans ce sens-là, parce que je suis aussi élu sur une commune de montagne et j'ai eu l'occasion d'en discuter. Il y avait une question, du coup je me demandais, est-ce que vous élargirez l'offre de vélos MVélo Plus pour avoir justement des vélos qui sont en capacité de répondre à ces mobilités. Donc on n'est plus dans les 5 km là, on est plus large, qui permettront à des gens de se séparer de leur voiture sur ces territoires où la voiture est centrale, en fait, encore aujourd'hui. Ouais, c'est le service qu'on vient de lancer là, de prêt de vélo depuis le début septembre. On va passer tous les ans avec le service MVélo Plus dans chaque commune du Grésivaudan et de la métropole et prêter à 10 habitants du matériel, du vélo pendant un mois. Après, on n'est pas dimensionné aujourd'hui et on ne voit pas dans le paysage français la location comme sur du vélo standard où on vous loue le vélo pendant 10 ans si vous voulez. Donc on a vraiment cette vocation de faire tester avant de s'équiper. Et d'ailleurs, on a un appel d'offres en cours justement pour acheter du matériel qui soit vraiment adapté à nos territoires de montagne, puisque c'est vrai que ce qu'on a au service, c'est des vélos faits pour être loués, donc c'est ultra robuste, mais des fois ça peut manquer un peu de pêche pour monter à Rebelle par exemple. Voilà. Donc on a un appel d'offres en cours et ce test-là, il va être fait avec ces nouveaux vélos aussi. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait que vous aimeriez qu'on privilégie de laisser son vélo à la gare, puis de reprendre un autre vélo après. Est-ce que vous réfléchissez du coup à proposer une offre de vélo, comme ça on pourra avoir un abonnement avec deux vélos différents? Deux vélos MVélo Plus, c'est ça? Ouais. Est-ce que le SMAC veut répondre à cette demande? Pourquoi pas? Après, tu as un exemple de Brompton aussi. C'est ça. Oui, j'ai parlé de la trottinette, mais il y a aussi le vélo pliant qui fonctionne bien en intermodalité avec le train. Ok, mais il n'y a pas du coup un projet en cours sur ça. On note bien l'idée, hein. Là c'est une découverte. On vous remercie de la proposition. Moi je me permets de revenir du coup sur ma question tout à l'heure sur les... Je ne sais pas si c'est plus la métro ou mais je pense que c'est la métro, qui est ce problème de l'argent de route. Pas que de la largeur, il y a aussi le problème des routes à contresens. Ah, le contresens, ok. Qui sont deux problèmes différents, mais beaucoup plus compliqués celui-là. Ok. Alors, effectivement, les vélos cargo, ce sont les poids lourds du monde cyclable, concrètement. Donc, il y a des choses à adapter au fur et à mesure de l'agrandissement des véhicules existants. Les contresens cyclables, ils sont faits pour rendre la ville plus cyclable pour faciliter les trajets à vélo, pour éviter des détours, parce qu'on sait que c'est quand même plus pénible de faire un détour quand on se
soi-même que quand on a un moteur. Mais effectivement, ils sont par défaut, enfin par définition, ils sont dans des rues étroites, sinon on aurait la place de faire un vrai aménagement. Et du coup, de fait que les rues soient étroites, pour des vélos qui sont surdimensionnés, il peut arriver que cela ne permette pas aux véhicules de se croiser. Honnêtement, c'est une problématique assez nouvelle. Avec l'essor de la cyclo-logistique, on va avoir de plus en plus effectivement ces questions-là à se poser. Si je peux me permettre, le soir, je rentre mon vélo cargo à mon local, mon vélo classique. Pour rentrer chez moi, j'ai d'autres, sans s'opposer à traverser, mais avec un vélo classique. Ouais. Et parfois, je suis obligé de monter sur le trottoir parce que je croise une voiture avec laquelle je suis dans le sens. Chose qu'avec mon vélo cargo, je ne me pose même pas la question, je passe pas. Avec mon vélo classique, je suis obligé de monter sur un trottoir. Donc là, je vais à un piéton ou je rencontre une voiture. Mais je veux dire, ce problème-là, il n'est pas que pour les vélos cargo, il est aussi pour les vélos classiques. Oui, il est surtout pour les vélos cargo. Après, effectivement, en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ce sont des rues par définition étroites. On voudrait permettre la cohabitation de tous les modes. Il peut arriver qu'un véhicule soit mal garé ou qu'un véhicule... Il y a aussi le fait que les véhicules motorisés sont de plus en plus larges. Les concepteurs de véhicules font des véhicules de plus en plus gros. Et du coup, voilà, il peut arriver qu'avec un véhicule large ou avec un véhicule qui soit mal stationné sur le côté, il n'y ait plus la place de se croiser. Les rues qui ont été définies avec un contresens cyclable sont des rues qui permettent a priori le croisement de véhicules. Voilà. Mais il peut arriver que dans certaines conditions, ça ne soit pas rempli. Et dans ces cas-là, il vaut mieux mettre pied à terre et se croiser en toute sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marine, merci pour la réponse aux questions. On va passer alors déjà une petite question, et puis ensuite on passera à l'intervention de Olivier Lehé. Mais avant ça, d'après vous, quelle part des habitants de la métropole de Grenoble, métro cette fois, tout à l'heure on était sur la région grenobloise, pas évident, donc quelle part des habitants de la métropole de Grenoble est desservie à moins de 400 mètres d'un arrêt de transport en commun? Donc parmi tous les habitants, à votre avis, quelle est la part dans la métropole qui habite à moins de 400 mètres d'un arrêt? 79, 89 ou 99%? 79? J'entends beaucoup de 79. Ok. Eh bien, c'est 99%. Donc, j'entends un c'est pas vrai. Donc, peut-être que Olivier va pouvoir nous parler justement alors pas forcément de ce chiffre-là, mais on parle à 400 mètres, hein, c'est pas en bas de sa maison non plus 400 mètres, hein, mais c'est dans un rayon donc, de 400 mètres de sa maison, sur tous les habitants de la métro. Et donc, j'en profite, voilà. Olivier va nous parler donc, du Pass Mobilité, donc une application mobile pour gérer et payer tous ces déplacements multimodaux. J'imagine que vous allez nous donner la définition de la multimodalité, mais donc les transports en commun en font partie, et avec des stationnements si proches, ça s'avère assez easy, facile. Alors, je vais vous présenter donc, le projet Pass Mobilité donc, qui a été engagé en 2018. Alors, dans quel contexte a été mis en place ce projet ? Il a été engagé donc, en 2018, donc on travaillait à l'époque sur le plan de déplacement urbain, donc le grand programme qui définit les grandes politiques de mobilité à horizon 10 ans, et qui fixe donc les grands objectifs, notamment pour l'échéance de 2030. Donc sans surprise, on en a un peu parlé lors des présentations précédentes. L'objectif, c'est donc de réduire l'usage de la voiture, et pour être un peu plus précis, l'idée, c'est surtout de réduire l'usage de la voiture dans ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire je prends ma voiture et je suis seul dans ma voiture, notamment pour mes trajets domicile-travail. Donc l'idée, c'est de promouvoir les nouvelles mobilités, de promouvoir donc au travers de la voiture de nouvelles pratiques de la voiture, et notamment l'autopartage et le covoiturage, et Émilie en parlera tout à l'heure, et également de promouvoir les transports en commun, la marche et le vélo. Et pour répondre à votre question, l'idée c'est de promouvoir la multimodalité, c'est-à-dire comment j'arrive sur un même déplacement à combiner les différents modes de transport. On prenait l'exemple tout à l'heure, je vais à Centrale pour travailler,
je vais pouvoir combiner un trajet en transport en commun, c'est-à-dire en tram jusqu'à la gare, prendre le TER jusqu'à Moran et finir soit par un bus du Pays Voironnais ou soit par un trajet à vélo. Donc l'idée, c'est de porter à tout le monde à connaissance l'ensemble de cette solution de mobilité. C'est bien l'objectif de cette application. Alors l'application, il y a déjà une application qui fonctionne depuis très longtemps qui s'appelait Métro Mobilité, qui couvrait pendant un temps le seul périmètre de la métropole. Et l'idée, c'est de développer une nouvelle application qui couvre un territoire plus large, et notamment le nouveau domaine de compétences du SMAG, puisque le SMAG couvre à la fois le territoire de la métropole, mais depuis 2020 couvre également le périmètre du Pays Voironnais et du Grésivaudan. Donc on est vraiment sur un rayon quasiment d'une quarantaine à une cinquantaine de kilomètres autour de Grenoble. Et l'idée du pass mobilité, ça c'est un sujet assez nouveau et on va être l'un des premiers territoires en France à se lancer sur ce type d'application, c'est qu'on va au-delà de l'information et on va proposer l'accès direct au service. On part toujours de la comparaison de la personne qui va prendre sa voiture pour aller au boulot le matin. Finalement, elle n'a pas trop de questions à se poser. Sa voiture, potentiellement, notamment dans le périurbain, va être dans son garage. Il faut juste récupérer ses clés et on démarre la voiture. Et finalement, le trajet, on le connaît par cœur. Donc là, l'idée, ça va être de proposer une application et pouvoir présenter à la personne justement qui va prendre sa voiture tous les jours pour aller au boulot, c'est de proposer tout le panel des solutions toutes les solutions de mobilité pour que notamment dans des périodes assez stratégiques de l'année, notamment à la rentrée, c'est de se poser les bonnes questions pour changer ses comportements et changer ses solutions de mobilité au quotidien. Et justement, quel est l'outil le plus adéquat pour proposer un panorama complet des solutions de mobilité? C'est un appareil que vous avez tous, je pense, en poche, c'est le téléphone portable. Et on s'aperçoit que tous les services de mobilité, que ce soit donc, le réseau de transport TAG, ToGo, Cities ou MVelo+, tous ces services de mobilité, tous ces opérateurs ont leur site internet, ont même leur application, et chacun fait une promotion très monomodale de son service de mobilité. Et donc l'idée, ça va être de proposer une seule application, qu'on appelle l'appli M. Et notamment lorsqu'on veut consommer les services de mobilité, donc progressivement on est en train de digitaliser l'ensemble des solutions de mobilité, mais à chaque fois, donc on a toujours ce focus monomodal. Et typiquement, si je veux avoir une place en consigne à la gare, si je veux ensuite acheter un abonnement TER, si ensuite je veux acheter un abonnement TAG, ou je veux consommer une Cities, à chaque fois, vous allez devoir vous renseigner sur l'offre de mobilité. Ensuite, vous allez devoir télécharger l'application de l'opérateur de mobilité. Vous allez devoir créer un compte. Vous allez devoir renseigner votre numéro de carte bancaire. Si vous considérez déjà que la multimodalité, c'est un frein, créer un compte et télécharger une application, vous allez créer encore de nouveaux freins dans ce changement de comportement. Donc là, l'idée, c'est d'éviter de démultiplier ces démarches d'inscription et d'avoir une seule application. Et au travers de cette application, je vais pouvoir créer un compte et ensuite adhérer à l'ensemble des solutions de mobilité. Il y a plein de petites animations au sein de chacune des slides. Je vais passer assez rapidement, parce que là, on a déjà repris. On a déjà un peu tout dit. On va pouvoir passer à la slide suivante. Ça rentre également dans la logique du SMAG, qui a développé une marque, vous avez dû voir un peu partout dans l'espace public, et notamment à chaque fois, on le retrouve à chaque fois auprès de chaque opérateur de mobilité dont assure la maîtrise d'ouvrage le SMAG, c'est la marque M. La marque M qui vise à promouvoir la multimodalité. Et donc le SMAG fait la promotion de cette marque M et on retrouve donc à côté du réseau TAG. Donc maintenant on ne parle plus du réseau TAG mais du réseau M-TAG, on ne parle plus du réseau ToGo mais du réseau M2Go. On parlait pendant un temps du réseau Métro Vélo, maintenant on parle du service MVelo+. Et on est en train de développer tout un panel de solutions de covoiturage. Et pareil, on a créé une marque qui s'appelle M-Covoit. Émilie vous en parlera sans doute tout à l'heure. Et donc, pour faire la promotion de l'ensemble de ces services, donc on a développé l'appli M. Je vais passer assez rapidement sur les différentes phases de conception. Donc on a commencé en 2018. Vu que c'est un outil qui est assez compliqué, puisqu'il faut coordonner pas mal d'opérateurs de mobilité, il faut coordonner pas mal de solutions et d'outils de distribution.
Donc on a recruté donc un industriel, on a fait un partenariat d'innovation, donc on a fait une large phase de recherche et développement sur toute l'année 2018 et 2019. On a défini un projet de service, donc on a recruté un panel d'utilisateurs. Et là, on a cherché la difficulté, parce que c'était un peu l'objectif. On a dit, on ne va pas chercher des panels d'urbains qui potentiellement pratiquent déjà la multimodalité. On va aller chercher du périurbain, et notamment ce qu'on pourrait appeler des bagnolards purs et durs, donc des gens du Grésivaudan ou du Voironnais, pour essayer de voir quels étaient les leviers pour essayer de déclencher le report modal. À la fin donc, de ce projet de service, donc, on a commencé à concevoir l'outil et on a fait une phase d'expérimentation sur toute l'année 2020 auprès de 150 testeurs. L'application, on l'a mis en place de manière un peu timide en 2021. On a fait une deuxième phase de déploiement à la rentrée. Et donc, on a revu l'organisation de nos applications. On avait une application qui était principalement une application d'information voyageurs, qui était une application qui s'appelait pendant un temps Métro Mobilité, qui s'est appelée ensuite M Information Voyageurs, où on retrouvait un calculateur d'itinéraire multimodal, où on retrouvait assez classiquement les fiches horaires des différents réseaux de transport. Et donc là, on va plus loin et on va pouvoir créer son compte et on va pouvoir adhérer à des premiers services de mobilité. Et sur ce type de service innovant, on va proposer quelques services au démarrage et l'objectif, ça va être d'intégrer progressivement l'ensemble des opérateurs de mobilité du territoire grenoblois. Et donc pour l'instant, vous allez trop vite. Donc pour l'instant, on propose quoi? On propose avec Cities la possibilité de créer un compte Cities directement dans l'application et de pouvoir louer une voiture Cities. On propose également d'accéder au parking en ouvrage de la métropole. On propose également une solution une preuve de covoiturage qui peuvent intéresser notamment les employeurs du territoire pour qu'un conducteur et un passager puissent formaliser une preuve de covoiturage de telle manière à pouvoir ensuite la présenter à l'employeur et avoir un bonus, avoir un service premium. Il y a certains employeurs, notamment Bacon Dickinson sur Pont-Clay, qui proposent des parkings réservés aux covoitureurs, qui est plus proche des entrées de l'entreprise, pour valoriser justement la pratique du covoiturage. Et enfin, et ça c'est pas pour tout de suite, ce sera plutôt pour le début de l'année prochaine, ça va être l'accès au transport en commun. Donc là l'idée c'est qu'une fois que j'ai créé mon compte M, je vais pouvoir adhérer et consommer l'ensemble de ces services. Alors comment se présente l'application? Le plus simple sur les applications, c'est de montrer une carte. Donc dès que vous ouvrez l'application, vous avez une carte et vous êtes géolocalisé, sachant qu'on couvre l'ensemble du territoire du SMAG. Donc on est à la fois sur les zones urbaines, mais également sur les zones périurbaines du Voironnais et du Grésivaudan. Et donc là, l'idée, ça va être, au travers de cette carte, c'est de géolocaliser l'ensemble des solutions de mobilité. Donc on va proposer bien évidemment la géolocalisation des arrêts de transport en commun. Vous allez avoir également les arrêts de covoiturage, les bornes de recharge de véhicules électriques, les consignes à vélo, les points de location MVélo+. On noue également des partenaires avec des opérateurs privés. Et donc là, on a un nouvel opérateur depuis peu qui propose de la location de trottinettes et de vélos à assistance électrique qui s'appelle DOT. C'est un opérateur privé. Mais on veut également apporter de la visibilité sur ces services puisqu'ils participent également au report modal. On a bien évidemment la géolocalisation des voitures Cities, des parkings relais, des itinéraires cyclables et des conditions de circulation pour ceux qui se déplacent en voiture. On va retrouver également un calculateur d'itinéraire, et le calculateur d'itinéraire, il se veut multimodal, et donc vous allez pouvoir avoir l'ensemble des offres de mobilité, à la fois les transports en commun, le vélo, la marche, la voiture, et également, et ça pour nous c'était vraiment un élément clé au démarrage du projet, c'était le développement du covoiturage. Pourquoi le covoiturage? Parce qu'on s'aperçoit, nous on considère au SMAG que c'est vraiment une solution à développer, parce que économiquement elle est intéressante pour les collectivités locales, parce que ça nécessite peu d'investissement public, et ça permet également d'optimiser l'infrastructure. Et ça permet également de diminuer le coût du transport pour les utilisateurs, pour ceux qui seraient obligés de continuer à prendre leur voiture. Ouais, je vais être super rapide.
Sur le calculateur d'itinéraire, justement, vu qu'on est toujours en train de chercher la bonne solution pour le covoiturage, et il y a pas mal d'opérateurs de covoiturage qui se lancent sur le marché, on a décidé d'offrir de la visibilité sur l'ensemble des solutions de covoiturage. Donc on a des opérateurs de covoiturage qui sont purement privés. Il y a notamment Blablacar qui propose sa solution de covoiturage courte distance, vraiment pour le déplacement du quotidien. On a la région qui propose également une solution de covoiturage qui couvre l'ensemble de région Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Movici. Et au SMAC, on a développé d'autres solutions de covoiturage, considérant qu'elles sont complémentaires, et notamment des lignes de covoiturage. Et au travers de ce calculateur d'itinéraire, finalement, on offre de la visibilité à l'ensemble des solutions de mobilité, et les personnes vont pouvoir choisir la solution de mobilité, et soit qu'on va rediriger vers la plateforme du partenaire, et pour des solutions dont on assure la maîtrise d'ouvrage, notamment les lignes de covoiturage, on va pouvoir utiliser les lignes de covoiturage directement dans l'application. Voilà. Bon, on peut juste prendre ces derniers exemples pour finir. Ça montre assez bien ce qu'on souhaite développer dans l'application. Donc toujours sur la page d'accueil de l'application, qui s'appelle donc l'appli M, l'idée c'est de pouvoir consommer des lignes de covoiturage comme on consomme des lignes de bus. Et on va se positionner sur un arrêt de covoiturage. Donc là, l'arrêt de covoiturage qu'on voit ici, c'est celui qui se trouve près du pont de Catane. Et lorsqu'on va cliquer sur cet arrêt de covoiturage, on va non pas avoir les lignes de bus en passage, mais on va avoir des lignes de covoiturage en passage. Et l'idée, c'est que finalement, je vais peut-être aller sur l'application M pour consommer du transport en commun, ou pour avoir les conditions de circulation sur le réseau routier. Et là, je vais découvrir les lignes de covoiturage. Et là, donc, je vais pouvoir, et si on déroule voilà, le parcours, je vais choisir la ligne. Donc là, on va choisir sa destination. Donc là, typiquement, c'est une ligne qui va se diriger vers le Pays Voironnais, notamment l'aire de Champfeuillet. Et donc là, je vais pouvoir déclencher directement une demande de covoiturage et être mis en relation avec le conducteur. Je ne vais pas plus loin parce que Émilie va très bien vous expliquer comment fonctionnent ces lignes de covoiturage. Voilà. Bon, d'autres parcours, notamment pour adhérer au service de parking, j'ai déjà largement entamé mon crédit. Merci beaucoup Olivier. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que vous aurez l'occasion de finir en répondant aux questions de l'audience. Oui. Je suis conseiller en stratégie immobilière auprès des entreprises. Et parmi nos services, on les conseille sur les équipements et les services à mettre à disponibilité de leurs utilisateurs pour favoriser l'accès à la mobilité douce. Clairement, ça apparaît comme un très bon service. Est-ce que c'est quelque chose que vous vendez, par exemple, aux employeurs qui peuvent ensuite mettre à disposition de leurs employés en pensant par exemple à un budget mensuel et qui peuvent utiliser sur ce pass comme beaucoup d'employeurs le font, par exemple, avec du coworking aujourd'hui? Alors déjà, on a une offre dédiée aux employeurs, c'est ce qu'on appelle la démarche M-Pro. On a des tarifs préférentiels, notamment sur la partie transport en commun, mais également, il me semble, sur M-Vélo+. Et c'est bien l'objectif également du projet Pass Mobilité. On est l'un des premiers projets de ce type en France. L'idée, c'est d'intégrer le maximum de services de mobilité. Et ensuite, pour l'instant, on vend des abonnements assez classiques. On va vendre, on l'espère d'ici peu, des abonnements M-Vélo+, des abonnements TAG. Mais à terme, l'objectif, c'est bien de créer des abonnements combinés qui intègrent les différents services de mobilité, puisqu'on sait bien qu'on peut consommer plusieurs modes de transport sur un même déplacement quotidien. Et c'est l'objectif aussi, et de pouvoir ensuite les mettre à disposition des employeurs. J'ai une question dans technique de comment on fait pour faire coexister des acteurs privés et des acteurs publics? Est-ce que d'autres, par exemple, sont acteurs privés, nous sont cités aussi, mais la métro, la TAG, voire même le TER qui dépend avant de la SNCF et du privé, l'acteur public ou l'acteur privé, les torsions publiques, s'il vous plaît. Bon, on peut prendre l'exemple de Cities, parce qu'on a déjà mis en place le partenariat auprès de Cities. C'est un acteur qu'on connaît bien. En fait, tout simplement, alors l'application, déjà, on a choisi un opérateur pour l'exploiter. Donc là, on a choisi l'opérateur M-Tag. En gros, on s'est appuyé sur les moyens existants, donc anciennement la CIMI-Tag. Ensuite, pour vendre des prestations de partenaires extérieurs, on met tout simplement en place une convention et on met en place des commissionnements. Donc on est vraiment au tout démarrage. On n'en a pas forcément parlé, mais ça, c'est des projets assez innovants en France. Effectivement, c'est le grand défi, c'est de pouvoir faire adhérer des partenaires privés qui potentiellement peuvent vous dire mais votre application, ça ne m'intéresse pas parce que je considère que
que ça n'apporte pas assez de visibilité à notre service. Mais pour le coup, c'est justement les défis des collectivités locales, hein, c'est de mettre en avant une application qui soit vraiment la vitrine de l'ensemble des solutions de mobilité du territoire. Et pour l'instant, on va dire qu'on part sur des commissionnements assez faibles, parce qu'on est là plutôt pour attirer justement les opérateurs de mobilité sur l'application. Les flux financiers, en fait, ils arrivent dans une application et après vous les redispatchez aux acteurs privés ou aux acteurs publics. Quoi. On encaisse l'ensemble des recettes et ensuite on les redistribue aux opérateurs de mobilité. C'est hyper innovant. Est-ce que c'est un choix ou un oubli de ne pas avoir mis le réseau pouce dans cette application, dans cette future application? Alors il y a réseau pouce dans l'application. D'accord. Ouais. Il y a réseau pouce, alors là forcément on ne l'a pas vu parce que j'ai choisi une géolocalisation plutôt sur un secteur urbain. Si vous géolocalisez sur des territoires ruraux, vous allez retrouver, et là aussi c'est intéressant, puisque finalement quelqu'un d'un territoire périurbain va peut-être venir chercher, en se géolocalisant, le prochain passage de sa flexo, par exemple, de son arrêt de transport en commun. Et là va découvrir qu'effectivement il y a un arrêt, soit un arrêt de covoiturage ou un arrêt d'autostop. Si je peux compléter par rapport à ça, réseau pouce, il y a la géolocalisation des arrêts. Derrière réseau pouce, il n'y a pas réellement de service d'offre de covoiturage avec un conducteur qui met à disposition un service. Et donc, il apparaît bien dans la géolocalisation des arrêts, mais pas en nécessité d'interface, parce que derrière, il n'y a pas de service proposé. Okay. C'est les points de covoiturage, quoi. C'est ça. Okay. Alors justement, par rapport à ça, moi j'ai un souci, on a un plan de mobilité dans l'entreprise, on est sur Saint-Imier, on a 57% de gens engagés, pour du vélo, pour le covoiturage. Aujourd'hui j'ai un souci, c'est que, bon, on est engagé dans une démarche, les gens peuvent avoir 400 € s'ils font au minimum 75 trajets, donc ça marche bien en interne. Donc pour l'instant, le covoiturage, on l'a fait en interne entre les personnes. Là, on se pose la question de proposer ça, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, parce qu'en fait, nous, on verse directement aux salariés qu'ils fassent du vélo ou du covoiturage, ou les deux, peu importe, ils font un nombre de trajets. Et j'ai encore du mal à voir comment je pourrais me connecter là-dessus et pouvoir faire quelque chose d'assez simple, pour pas que ça se retrouve une usine à gaz. Alors, c'est une histoire de compromis, l'application, puisque effectivement, je pense qu'on a tous des envies assez folles de pouvoir proposer une solution de mobilité intégrée. Après, il faut se mettre à la place de l'utilisateur et avoir une application simple d'utilisation. Mais effectivement, dans la vision des élus du SMAG, l'idée, c'est de pouvoir se coupler avec le forfait mobilité employeur, de pouvoir potentiellement à terme mettre en place un crédit, notamment le crédit de 400 € qui est autorisé. C'est 400 € il me semble. Non, c'est 400, mais c'est monté plus. Voilà, c'est de pouvoir, un employeur puisse mettre sur le compte d'un de ses employés 400 €, qui puisse ensuite utiliser sur différentes solutions de mobilité. Et c'est l'intérêt d'avoir une application qui intègre l'ensemble des offres de mobilité, c'est qu'ensuite le salarié pourra utiliser son crédit, soit pour faire du vélo, soit pour utiliser les transports en commun, ou potentiellement faire du covoiturage. Par contre, aujourd'hui, on a du mal vraiment à solliciter les personnes transportées. Les chauffeurs, on en trouve pas mal, mais apparemment, le matin, il n'y a pas grand monde au bord des routes. Donc, vous avez une stratégie pour inciter les personnes... Là, je vais proposer comme la présentation d'Émilie, donc je vais lui laisser répondre. Ça sera la dernière question. Vous parlez beaucoup d'applications, parce que j'ai l'impression que vous êtes très smartphone. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous intégrez dans le sens où est-ce qu'il y aurait un site internet avec, pour que tout le monde puisse aussi avoir l'information, parce que là il y a beaucoup d'informations réunies en une application, mais tout le monde n'a pas forcément un smartphone, et aussi le doigté pour utiliser une application. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fonctions, d'autres supports pour aider toute personne? Alors, quand on travaille dans le numérique, on a souvent tendance à faire trop technique. Donc là, j'ai essayé de faire la vulgarisation sur ce projet. Si on veut rentrer dans la technique, en fait, on n'est pas véritablement sur une application. Alors pour l'utilisateur, c'est une application qui est téléchargeable sur les stores. Par contre, c'est ce qu'on appelle une progressive web app. C'est du web mobile. Donc c'est-à-dire que si vous tapez sur votre ordinateur l'adresse, donc c'est mobilitém.fr, vous allez retrouver exactement les mêmes fonctionnalités sur votre ordinateur, tablette ou mobile. Aucune excuse pour ne pas l'utiliser. Exactement. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation.
Du coup, il y avait encore quelques slides, désolée, j'ai un peu écourté votre présentation. Avant d'accueillir Émilie, donc on a interverti les présentations, ça sera Émilie avant Jean. Une petite question. Parmi les émissions de gaz à effet de serre produites par les déplacements des ménages sur le territoire de la région grenobloise, quelle est la part des voitures particulières? Donc, quelle est la part des voitures, des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par des voitures particulières? Donc 51%, 73% ou 91%? 91, 73, un peu de tout. On a dit 51. Comment tu peux mettre du gaz par moyen? Il y a des camions. Donc c'est bien 91%. J'entends les camions, on parlait bien des voitures, des ménages, donc on ne prenait pas en compte tout ce qui est livraison. Et donc effectivement, la voiture est la principale responsable des émissions de gaz à effet de serre générées par la mobilité quotidienne des habitants. Oui, des ménages uniquement. Ah oui, on parlait des déplacements, oui, de la mobilité, tout à fait. Voilà, donc c'est un chiffre évidemment qui est très important et donc ça montre encore plus l'importance de faire du covoiturage parce que quand on a 3 personnes dans une voiture, évidemment ça fait 3 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc nous accueillons Émilie Fagel qui va nous parler donc, de 3 dispositifs à découvrir déjà mis en place sur le territoire et vous êtes chef de projet covoiturage à la SMAG. Et donc, vous êtes la première intervenante à nous parler du défi 9.3, halte à l'autosolisme. Bon, alors, après tout ça, je vais essayer de vous vendre un peu de voiture. Ça va être compliqué, je crois, mais... rapidement, une vision d'ensemble de ce qu'est le covoiturage à l'échelle du SMAG. Donc, le SMAG, il a été créé le 1er janvier 2020. Et donc, c'est le regroupement de Grenoble-Alpes Métropole, du Grésivaudan et du Pays Voironnais. Et donc, quand on s'est tous retrouvés autour de la table en janvier 2020, on a fait un état des lieux des offres de covoiturage qui existaient. Et on s'est dit, il faut qu'on arrive un peu à ranger tout ça, parce que sinon, on n'arrivera pas à expliquer quels sont les services sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut offrir aux usagers. Donc, et en parallèle, chose très importante, en 2009, il y a eu des échanges pour la voie de covoiturage sur la 48, qui a été échange mené avec AP2R, donc sur la partie Vorep-Saint-Égrève. Et donc, de tout ça est sortie la marque mCovoit, qui avait pour objectif de rendre un peu lisible et visible les offres de covoiturage existantes et de pouvoir expliquer à tout un chacun, en fonction de son lieu d'habitation, de son motif de déplacement, de lui associer, entre guillemets, un service. Donc il y a mCovoit Ligne Plus, donc Olivier en a un peu parlé tout à l'heure, qui sont les lignes de covoiturage, et je vous en parlerai un peu plus après, qui est vraiment un service avec des arrêts dédiés. On fait du covoiturage comme on prend le bus, donc matérialisation d'arrêt, des passages réguliers, il y a une garantie trajet, donc c'est un taxi, mais on vous expliquera après. Une indemnisation conducteur, une assistance téléphonique, enfin tout un package pour vous faire venir au covoiturage. mCovoit Pouce, donc tout à l'heure on parlait du réseau Pouce, c'est la suite de réseau Pouce, et mCovoit Rendez-vous qui est le covoiturage assez classique que tout le monde connaît, qui est le covoiturage organisé et qu'on développe à l'échelle des zones d'activité. Donc, le covoiturage à haut niveau de service, donc mCovoit Ligne Plus, il y a une petite vidéo très rapide qui explique le service et qui vaut 10 000 mots. Avec mCovoit Ligne Plus, covoiturez au quotidien et sans réservation entre Grenoble et le Voironnais ou le Grésivaudan. Rendez-vous à l'un de nos arrêts et choisissez votre destination sur l'application. Un membre de la communauté reçoit votre demande et vous récupère. Et grâce à la garantie départ, vous êtes sûr de partir. Vous souhaitez faire des économies, un geste pour la planète et éviter les bouchons? Téléchargez mCovoit Ligne Plus.
avec M Covoiturage. Alors, on le sait que venir au covoiturage, c'est pas forcément simple parce qu'il y a plusieurs freins. Il y a avec qui je vais partir, est-ce que je vais réussir à partir, est-ce que je vais réussir à revenir, voilà, il y a tous ces freins-là. Et donc, quand on a essayé de définir le service M-Covoit-Ligne Plus, on a pris finalement un par un les choses et puis on a essayé de mettre des services en face. Et donc, ce service-là, il est ultra flexible déjà parce que le covoiturage organisé, ça peut être assez contraignant. Si par exemple j'ai rendez-vous avec quelqu'un à 17h en bas de mon entreprise et que finalement j'ai encore des choses à faire, eh ben, il faut tout que je laisse en plan pour reprendre mon covoiturage. Ce service-là, vous allez à l'arrêt et quand vous êtes à l'arrêt, vous déclenchez l'application et c'est à ce moment-là que votre demande de passage, elle est prise en compte. Des départs garantis, donc pour essayer de lever le frein de la crainte de ne pas partir ou de ne pas revenir quand vous êtes en heure de pointe, donc on considère que l'heure de pointe c'est 6h30, 8h30, 16h30, 18h30, on déclenche un taxi pour vous emmener à votre destination. Il y a un gros travail sur la tarification. L'objectif, c'est de ne pas créer un frein supplémentaire. Donc aujourd'hui, c'est gratuit pour les passagers et les conducteurs sont indemnisés parce que on considère que chaque conducteur qui met à disposition ses sièges libres offre une solution de mobilité à un passager qui souhaiterait être transporté. Et donc, pour faire un effet de masse, on l'indemnise le temps de faire décoller le service. Et comme tout service de covoiturage, on indemnise à hauteur de 2 € par passager transporté le conducteur. Donc, vous voyez, c'est un système de lignes. Donc, en bas, vous avez le réseau côté Grésivaudan et en haut, le réseau côté Voironnais. Donc, ça, c'est le premier service. Le second service, c'est le réseau M-Covoit Pouce, donc c'est le fameux réseau Pouce qui, du fait de cette mise à la marque M, passe en M-Covoit Pouce. Et donc, c'est un système extrêmement simple qui est sur... c'est de la signalétique statique qui matérialise un arrêt et on va essayer de mettre en place autour un système d'inscription, etc. Mais ça reste quand même de l'autostop organisé. Il y a un système, excusez-moi juste, non c'est moi, il y a le système de panneaux à bouton poussoir. Je ne sais pas si par exemple vous allez dans le Vercors, à Sassenage, vous avez ce type de panneau, vous avez 6 destinations et vous pouvez cliquer. C'est peu ou prou un système d'autostop organisé, mais ça permet d'éviter de la pancarte, exactement. Et en plus, le conducteur peut vous voir de manière plus visible. Et puis, mine de rien, inconsciemment, on considère que ce service, il est plus organisé et ça permet aussi de lever certains freins au covoiturage. Et donc, le dernier service, M-Covoit Rendez-vous, qui est là vraiment le covoiturage classique organisé. Et monsieur, tout à l'heure, vous parliez typiquement de Saint-Imier. Aujourd'hui, on déploie ce service à l'échelle des zones d'activité. L'objectif, ce n'est pas que le SMAC vienne concurrencer Blablacar ou autres parce qu'ils proposent leurs services aujourd'hui pour les trajets quotidiens. L'objectif du SMAC, c'est de venir offrir une solution de mobilité à l'échelle d'une zone d'activité parce qu'on considère qu'une zone d'activité, c'est une mini-communauté et on sait encore une fois qu'au sein d'une communauté, on a moins de difficultés à covoiturer, même si c'est l'entreprise d'à côté. On se dit, je sais où il travaille, il est à côté, donc ça me rassure, merci. Et donc aujourd'hui, on a 4 zones de déployer. Donc la zone historique, entre guillemets, en 2019, Technis Sud. À l'échelle du SMAG, il y a eu la zone de centrale qui est Moiran-Vorep, qui a été lancée en avril dernier. Crolles-Bernin en juin 2022. Donc vous voyez, c'est un service très neuf. Là, on lance au fur et à mesure les zones d'activité. Et on est en cours de lancement sur InnoValley. Et donc on passe par l'opérateur Carrosse pour lancer ce service. Voilà. Merci beaucoup Émilie. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Oui. Moi j'ai une question sur les lignes M-Covoit Plus. Donc j'utilise
un questionnement en fait sur le nombre des arrêts qui sont très très éloignés les uns des autres. Et du coup, par exemple, Centrale qui n'est pas desservie par M-Covoit. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. C'est un choix parce que M-Covoit Ligne Plus, c'est un service, on appelle à haut niveau de service. Et donc, on positionne les arrêts uniquement sur des axes structurants qui nous permettent la massification du covoiturage parce que, comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup de services associés, une garantie trajet, une assistance téléphonique, etc. Et donc, on ne peut pas se permettre, que ce soit financièrement, mais aussi de manière éthique, de positionner des arrêts avec des garanties trajet si on n'est pas certain qu'il y aura suffisamment de monde pour prendre le passager qui attend en moins de 15 minutes. Et donc, le positionnement des arrêts est vraiment stratégique pour permettre d'offrir un service de qualité au passager qui attend, parce que c'est quand même son temps d'attente, on lui assure un temps d'attente minimum, et aussi un coût limité pour la collectivité, parce que faire venir un taxi, et même on parle depuis tout à l'heure de développement durable, d'écologie, d'environnement, voilà. Donc on positionne les arrêts de manière très stratégique, et typiquement Centrale, on l'avait étudié, parce que les zones d'emploi, on sait qu'il y a des flux importants, sauf que c'est extrêmement étalé, et donc c'est difficile de positionner un arrêt. Et que sur ce service-là, on ne peut pas faire un chapelet d'arrêts, parce que c'est diviser le flux pour chaque arrêt. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la complémentarité des solutions de covoiturage, et qu'on s'est dit sur Centralp, le service qui va fonctionner, ce n'est pas M-Covoit Ligne Plus, mais par contre, on déploie M-Covoit Rendez-vous pour offrir une solution de covoiturage que nous, on considère plus adaptée à ce lieu. Ça marche, mais enfin, c'est pas... Qui a 4 Il y a plein de jours où on ne trouve pas. Hein. Oui, mais moi, qui a j'ai 4 depuis avril. Hein. Bon, super. Voilà. Il n'y a pas toujours quelqu'un pour vous embêter. Tout à fait, mais on sait que voilà, c'est un service neuf, il faut le temps. Il y a beaucoup de salariés, et voilà, du coup, c'est mal desservi par les trains, c'est mal desservi par les trains. Et on est certain, typiquement, les chiffres sont extrêmement bons sur Centralp, parce qu'on a vraiment une courbe croissante. Tout à fait. Et donc, mais comme tout service, il faut qu'on lui laisse le temps de se faire connaître et puis de faire venir les gens au service. Les points stop réseau pouce, si on est pris, le chauffeur il est dédommagé aussi ou pas? Non. D'accord. Le réseau pouce ou M-Covoit pouce, on est vraiment sur de l'autostop organisé, et donc il n'y a pas d'incitation, d'indemnisation qu'il y a derrière. Deux questions. La première, est-ce que vous avez un peu le nombre de déclenchements sur M-Covoit Plus le matin et le soir? Est-ce que c'est équivalent? Enfin, combien ça représente? Et la deuxième question, c'est le bilan de la voie de covoiturage sur l'autoroute. Alors là, je réponds toujours tout de suite à la deuxième question, parce que je ne pourrais pas vous apporter d'éléments. Nous, le SMAG, on a mis le service associé au covoiturage, M-Covoit Ligne Plus, mais par contre, le gestionnaire de l'aménagement, c'est bien AP2R, donc moi, je n'ai pas les éléments liés à cet aménagement. Voilà. On sait que le covoiturage est croissant parce que typiquement entre le Voironnais et Grenoble, on a des chiffres qui sont, alors moi je dirais extrêmement bons, mais quand je vais vous dire voilà, si quand même, quand ça augmente, c'est que c'est bon. Et donc voilà, donc, lié à l'aménagement, je ne pourrais pas vous donner de chiffres. Sur M-Covoit Ligne Plus, il faut quand même savoir qu'on a lancé le service le 30 septembre 2020, à l'aube de la crise sanitaire, et que le covoiturage, on ne peut pas vraiment dire qu'il avait le vent en poupe, enfin il a eu le vent en poupe pendant 2 ans, donc voilà, on revient doucement. Et là, on a eu un pic jeudi dernier à 60 trajets, 60 demandes passagers. Sur Grésivaudan, Pays Voironnais, sur la partie Pays Voironnais, c'est à peu près 50-50, donc voilà, une trentaine de déclenchements sur la partie Voironnais, et donc on considère que voilà, la machine elle est en route, le bouche à oreille il commence à fonctionner, on continue à aller voir les entreprises pour convaincre, etc. On sait que c'est long, donc on est content quand on voit que ça augmente, mais on sait qu'on n'aura pas 10 000 passages tout de suite, et qu'on a encore pas mal de travail à faire pour convaincre les gens.
qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Merci beaucoup, Émilie. Et puis, avant d'accueillir donc le dernier intervenant, donc Jean-Claude, une dernière petite question pour vous embêter. Quelle est la part des ménages de la région grenobloise qui ne possèdent pas de voiture? Est-ce que c'est... Donc, région grenobloise, on est repassé sur le grand territoire. 9%, 18% ou bien 24%? 9, 18, pas sur du 24, donc très peu de personnes. Ok. Bien, la réponse c'est quand même 18%. C'est quand même pas rien. Et donc on a quelques chiffres qui viennent compléter. Donc pas de voiture, 18% des ménages. Les ménages qui possèdent une voiture, ça monte à 45%. Et 2 voitures et plus, 36% des ménages. Et donc ça me fait une transition pour l'intervention de Jean-Claude. Donc ça fait quand même malgré tout un certain nombre de personnes qui ont des voitures. Quand on en a 2, en plus, il y a quand même parfois des voitures qui restent pas mal au garage ou sur la place de parking. Et donc, pourquoi pas louer ma voiture pour la mutualiser et réduire mes dépenses de transport. Et donc, c'est ce que Jean-Claude va nous présenter. Et donc, on est toujours dans le défi 9.3, halte à l'autosolisme. Mais donc, on peut mettre la première diapo. Oui. Alors, bonjour. Donc, je ne sais pas forcément où et comment vous arrivez à définir Cities, son activité et l'autopartage. Donc, je vais faire en 2 parties. D'abord, vous réexpliquer qui on est, autant à l'échelle locale que nationale. Et puis ensuite, vous présenter une solution qu'on propose depuis plusieurs années, qui est de la gestion de flotte, donc intégrer des véhicules individuels dans la flotte d'autopartage Cities. Alors, Cities, c'est une identité, une marque nationale en fait, qui regroupe plein de structures sous statut coopératif, donc une quinzaine aujourd'hui sur tout le territoire national, et qui ont toutes choisi ce statut coopératif parce qu'on porte une vision commune, et on a écrit ensemble d'ailleurs cette vision, on l'a définie ensemble, et ça va permettre notamment à tous les adhérents du service de profiter non pas du réseau local, donc à l'échelle de Alpe-Loire c'est 400 véhicules, mais ça va permettre de profiter aujourd'hui de plus de 1700 véhicules sur 170 villes, donc encore plus si je parle en termes simplement de communes. Donc ça aide à réussir notre défi principal qui est de démotoriser. On a beau être dans l'automobile, en fait notre objectif c'est d'éviter qu'il y ait des voitures en circulation. Voilà, donc ça c'était à l'échelle nationale, et sur cette diapo, simplement de vous rappeler qu'à l'échelle locale, donc nous on est une coopérative, notre raison sociale c'est Alpes Autopartage, on est une société coopérative d'intérêt collectif depuis 2010, avant 2010 on était créé sous statut associatif, et ça part de l'émergence d'un besoin, d'une énergie militante justement et citoyenne. Donc on réunit dans la coopérative plus de 400 sociétaires, et sur les 6 derniers mois, on a environ 5000 clients actifs à l'échelle locale. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont utilisé à minima une fois le réseau et ont fait une réservation. Donc c'est environ 400 véhicules, on est un peu plus que 380 maintenant, environ 400 véhicules et 70 communes qui sont couvertes. Donc on n'est pas une solution, à travers 70 communes, on voit qu'on n'est pas une solution qui est apportée uniquement à des zones urbaines et des agglomérations. On a aussi des solutions adaptatives pour des territoires dits peu denses ou ruraux. Rapidement, pour redéfinir ce que c'est que l'autopartage, c'est donc l'utilisation successive d'un même véhicule par des adhérents, et ça peut très bien se combiner justement avec le covoiturage, avec toutes les solutions de mobilité qu'on propose. Donc en général, d'ailleurs, on positionne des stations à travers la ville en étant en connexion avec les autres opérateurs de mobilité, donc connexion vélo, connexion train, connexion bus, voilà. Et donc on pousse au covoiturage évidemment pour éviter cet effet d'autosolisme, même au sein d'une voiture City, sinon ça perd forcément de son sens. Donc par définition, l'autopartage, c'est des véhicules qui sont accessibles 24 heures sur 24, qui sont positionnés sur des stations
qui ont un marquage au sol, un panneau, un totem, interdiction de stationner par tout autre véhicule, et qui sont donc dans l'espace public, visibles dans l'espace public, pour permettre justement cet accès en libre service. Ça joue sur plusieurs leviers, donc le fait que vous êtes facturé à l'heure et au kilomètre et que ces tarifs comprennent l'intégralité des charges économiques liées à l'utilisation d'une voiture, et ça comprend donc le carburant, ce qui est un vrai levier, et on l'a vu tout à l'heure sur l'effet pompe, hein, et le contexte international et national, donc entre le Covid et puis voilà, la hausse du coût de l'énergie. On voit très bien que depuis 2-3 ans, en fait, il y a beaucoup de personnes qui tendent à s'inscrire à l'autopartage, justement sur le point du carburant intégré. Donc le arrêt kilomètre est intéressant aussi parce que vous retrouvez à avoir la réalité d'usage, enfin la réalité financière de votre utilisation de la voiture. C'est-à-dire, en général, on dit qu'une voiture, elle reste 95-96% de son temps en stationnement. Donc à quoi ça sert de payer une voiture pour 5% de son temps de déplacement? Voilà. Donc là, vous payez la réalité de ce que vous utilisez. Et vous adaptez, en fonction des 5 catégories qu'on met à disposition, vous adaptez votre déplacement sur des petites, sur des moyennes, sur des grandes, sur des utilitaires, etc. Donc ça répond à différents besoins, qu'on soit un particulier ou une structure type entreprise ou association. Bon, on a différentes façons d'aborder les tarifs. Et on a surtout 2 façons différentes d'aborder l'autopartage aujourd'hui. La façon traditionnelle, qui est dite en boucle, donc une voiture sur une place de stationnement que vous réservez, heure de début, heure de fin, et que vous ramenez toujours à sa place de stationnement initiale, c'est sa place, c'est sa station. Donc ça, c'est une solution qui est assez confortable, qui est rassurante, parce qu'on sait qu'on a tel véhicule, et que voilà. Et puis on a une deuxième façon d'aborder depuis quelques années, qui s'appelle le free floating, en anglais, donc là, c'est ou trace directe en français. Il n'y a pas de réservation. On va dessiner un grand périmètre dans une zone, une agglomération. On a même des périmètres dans le Vercors maintenant. Au sein de ces périmètres, on va mettre quelques véhicules, voilà, des petits points rouges qui apparaîtront sur votre espace personnel. Et puis, vous irez chercher cette voiture, elle va disparaître, elle est avec vous, il n'y a pas de fin. Et vous pouvez faire donc du trajet à sens unique, soit au sein du même périmètre. Donc, dans une agglo, c'est assez pratique, on va d'un point, voilà, 2 extrémités du périmètre. Soit on rejoint des périmètres, donc on va de Grenoble à Annecy, voilà, ou à Valence TGV quand le train n'a pas été au rendez-vous, et ben on saute dans une liée et puis voilà. Donc simplement, ça vous fait un état des lieux, rapidement les impacts, parce qu'on m'a dit qu'on avait 10 minutes, donc je fais vite sur les impacts de l'autopartage. Le premier, c'est qu'on accompagne, on favorise la démotorisation par l'effet du report modal. Donc on va vers, quand on n'a plus de voiture, ben forcément on choisit d'autres solutions pour se déplacer, en tout cas pour les grandes parties des besoins de déplacement. Et on revoit la place de la propriété de la voiture individuelle. C'est-à-dire à un moment donné, on va se dire, mais pourquoi, à quoi ça sert d'être propriétaire d'une voiture vraiment et d'avoir ma petite voiture à moi? On se libère évidemment, ce que je disais tout à l'heure, des contraintes, que ce soit les charges économiques, les charges mentales liées à la possession de la voiture, à son entretien, etc. Alors il y a 2 chiffres en dessous, mais ces 2 chiffres, ils sont à recalculer. On attend, là, il y a l'ADEME qui tous les 3 ans fait un recalcul et un état des lieux de l'autopartage, et on attend les résultats qui devraient revenir. Donc c'est plus des vrais chiffres très à jour. On s'était amusé en tout cas à calculer économiquement ce que dépense un autopartageur en moyenne sur le réseau Alpes-Loire et ce que l'Automobile Club de France donne comme tarif, comme coût de référence par an. Voilà. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'il y a un gap entre avoir sa voiture individuelle et se payer des factures d'autopartage. Voilà. On libère l'espace public, et alors ça c'est assez intéressant en ce moment où on voit des trottoirs plus larges, on voit des campagnes de quête de revégétalisation de l'espace public. Et ben voilà, avec une voiture qui est mutualisée, qui est partagée, c'est des places de stationnement qui sont aussi libérées, qui sont remises à la décision des orientations publiques et d'urbanisme. Donc c'est assez intéressant comme levier. Et puis évidemment, on réduit l'impact l'impact pollution sur l'environnement et sur la santé de fait. Ça fait une drôle de typographie, mais
Voilà, là c'est le service dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la gestion de flotte pure. Donc aujourd'hui, 30% de la flotte de Cities Alveloir, elle appartient pas à Cities, on n'est pas propriétaire, c'est pas des voitures qu'on a achetées. Ça appartient à une collectivité, ça appartient à une association, ça appartient à une entreprise, ça appartient à un particulier qui se dit moi j'en ai marre de m'occuper de ces voitures et je veux les mettre en partage avec tout le réseau. Voilà. Donc ça permet de se libérer des charges économiques, mentales de sa voiture. Ça permet d'être rémunéré, de percevoir un revenu sur l'usage de son véhicule quand il va être utilisé par une tierce personne, donc quelqu'un du réseau. Soi-même, on va devenir... Alors, on reste propriétaire sur la carte grise de son véhicule, ou l'entité reste propriétaire. Et puis, on va devenir usager du réseau. Donc, on a accès autant à sa voiture ou à ses voitures quand on est une entreprise qu'à toutes les voitures du réseau, et on va adapter en fonction de son besoin. Voilà. Alors après, on peut aussi imaginer, on fait des solutions personnalisées, on a des structures avec lesquelles, par exemple, on a intégré toute la flotte de l'entreprise, et puis en semaine, c'est les salariés de la structure qui ont l'accès à cette flotte, et puis le week-end, la flotte devient disponible pour tout le réseau Cities. Donc on a un certain nombre d'avantages à passer par ce type de service, parce qu'on favorise à travers cette action l'autopartage, ces leviers, donc on diminue l'impact sur l'espace public, le nombre de voitures en circulation évidemment, voilà. Et on dispose d'un accès d'un coup, on n'a plus une seule, on en a 1700 aujourd'hui, 3000 peut-être dans quelques années, voilà. Donc ce qui est important, c'est qu'on repense vraiment ce rapport à la voiture et à la propriété de la voiture. Donc très concrètement, ce système, si on donne des chiffres, et si demain on a envie de tenter l'aventure, nous on demande à ce que la personne, la structure ou le particulier devienne coopérateur devienne sociétaire de la coopérative. Donc il va échelonner l'achat de parts sociales sur la base de 41 € par mois. On va conventionner avec lui pendant 3 ans. On va faire une convention pendant laquelle on va garder son véhicule, et puis à l'issue de ces 3 ans, on va rediscuter en fait de qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on repart, est-ce que le véhicule a trop fort kilométrage, etc. Et puis il pourra récupérer sa voiture, et puis il en fait ce qu'il veut, il peut la revendre. Voilà. Quand il est, quand il est dans le réseau, il va payer, lui, quand il utilise un véhicule de la même catégorie ou inférieur au véhicule qu'il a mis en prêt. Je sais pas, il met un Renault Kangoo, taille L, donc L, M, S, il paiera uniquement une proportion du coût kilométrique. Donc il ne paiera pas le temps, et ça c'est quand même plutôt intéressant, il n'a pas la durée de sa location à payer. Et en contrepartie, il sera rémunéré sur la base de 25% du coût kilométrique que nous, on facture aux autres usagers. Voilà. Donc en fonction, il peut se retrouver avec un solde de créditeur ou pas. Voilà, ça dépend. Voilà. Donc il y a Armand qui est là et qu'on verra en plus dans la petite vidéo qui est derrière et qui est... Je ne savais pas que tu serais là et tu es le meilleur témoin de la solution... qui s'appelle encore aujourd'hui, mais qui ne s'appellera plus comme ça, avec Ma Chère Auto. C'est la solution pour les particuliers. Et donc Armand a mis lui-même sa voiture en partage, et il est le meilleur ambassadeur du système. Si. Donc on ne prend pas toutes les voitures. Il faut quand même que nous, on ait une garantie, puisqu'on va prendre... tout en charge, donc on s'assure qu'elle a une certaine stabilité mécanique et une certaine fiabilité, donc il faut que la voiture ait moins de 5 ans ou moins de 50 000 km. Et moins de 50 000 km, effectivement. Alors, je peux ouvrir la brèche parce qu'on vous la poserait. Si elle a 6 ans et 60 000 km, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est possible, pas possible? Pourquoi pas? Ça dépend des territoires aussi, on va se poser la question des territoires. Pourquoi pas? Par contre, ça reverra la convention et donc la part de prise en charge par Cities de l'ensemble des frais. On ne sera pas à 100%, on sera peut-être à 60, à 70, à 80, voilà.
Voilà, donc on peut regarder cette mini vidéo qui a été faite sur le territoire du Grésivaudan il y a quelques temps avec Armand et un autre autopartageur pour justement valoriser la solution Ma Chère Auto. Savez-vous quel est le point commun entre ces deux personnes ? Lui, c'est Monsieur Savoie. Il aime aller soutenir le FCG au Stade des Alpes, le cinéma et les bonnets en laine. Ce qu'il n'aime pas, c'est savoir que la banquise fond. Moi j'aime bien les ours polaires. Monsieur Savoie aime sa voiture. Ce qu'il n'aime pas, c'est de l'imaginer immobile plus de la moitié de l'année. Moi ce que j'aime, c'est le partage. Monsieur Portaz, lui, ce qu'il aime, c'est faire de belles photos. Il aime les glaciers de Beldon et les randonnées d'été. Ce qu'il n'aime pas, c'est faire l'entretien de sa voiture. Et ça, j'aime vraiment pas. Monsieur Portaz, ce qu'il aime aussi, c'est faire des économies. Et mes économies, je préfère les mettre dans un pot avec un copain plutôt que dans un litre d'essence. Et voilà pourquoi ces deux-là étaient faits pour se rencontrer. Ce qui les a rapprochés, Ma Chère Auto, un service de mutualisation des véhicules de particuliers. Monsieur Savoie a mis à disposition sa voiture. Monsieur Portaz, comme peut le faire n'importe qui, la loue au besoin. Pour réserver une voiture, il suffit d'aller sur l'application Cities, on choisit une voiture, un créneau horaire, on la valide rapidement et en 1 minute c'est fini, quoi. Dans le programme Ma Chère Auto, vous êtes propriétaire du véhicule, c'est Cities qui assure l'assurance, l'entretien et le nettoyage du véhicule. Il installe un ordinateur dans le véhicule afin qu'on puisse récupérer les clés avec la carte de transport. Pour aller récupérer la voiture, il faut donc avoir sa carte pour ouvrir la voiture, évidemment. On récupère les clés dans la boîte à gants, on dit si la voiture si elle est propre ou pas, on vérifie s'il n'y a pas de problème autour de la voiture, et puis si c'est bon, on valide et on est prêt, on part. Je suis convaincu que la voiture personnelle n'est pas une solution, parce que je pense que la planète n'a pas la possibilité d'avoir un véhicule par personne sur Terre. Donc moi je souhaite que les gens ne voient les voitures que comme un service. Voilà. Cette solution est vraiment économique, notamment pour quelqu'un qui prend le train. Elle peut effectivement utiliser ce service autopartage quand elle n'a pas d'autres moyens pour faire des grosses courses par exemple. Donc, quand j'ai un petit souci, je peux appeler, j'ai une plateforme en ligne qui me répond à tout moment. Il y a une certaine souplesse et donc un service très bien. Ouais, juste pour repréciser bien que c'est un service qui s'adresse à tout le monde, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément d'associations, par exemple, qui mettent des véhicules 9 places, par exemple, en prêt. On a une super expérience là récente sur la Chartreuse aussi, avec un minibus qui est en partie utilisé pour l'action sociale du village, et puis l'autre partie pour le reste des usagers. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'expérimenter comme ça, par le biais de cette solution, parce qu'elle minimise aussi la difficulté pour nous à développer l'autopartage sur certains territoires. Une question, si on reste pour tous les heures de sa voiture, comment vous pouvez être sûr d'avoir cette voiture dans les gens ? Alors on n'en est pas sûr, déjà. Et puis, c'est ce que je disais, c'est plus sa voiture qu'on va vouloir, c'est les voitures. En fait, on a accès autant à sa voiture qu'à toutes les autres. Donc finalement, on finit par prendre beaucoup de distance par rapport à sa propre voiture. Alors peut-être qu'on l'aura installée au plus proche de chez vous, parce que c'était convenu comme ça et que c'était plus facile. Mais en fait, que vous preniez la vôtre ou vous preniez celle d'à côté, ça revient exactement au même. Disons que je peux préciser peut-être là-dessus, c'est qu'on a intérêt à prendre une voiture ailleurs, puisque comme notre voiture, elle nous ramène de l'argent, quelque part, d'un point de vue économique, il vaut mieux la laisser aux autres. La mienne est à Almas, par exemple. Elle n'est pas devant chez moi, donc ça ne m'intéresse pas. Dans la limite qu'il faille la laisser 50% de son temps annuel à disposition de l'ensemble du réseau. Voilà. Ah, donc pas, oui, plus à nous. Voilà. Et donc, du coup, deux questions découlent de celle-là. Vous avez présenté plusieurs solutions. Est-ce qu'elle revient toujours à la même chose ? Oui, avec Ma Chère Auto, ça ne rentre pas dans la flotte des petites voitures rouges, qui sont vraiment à part, qui seraient ingérables pour des voitures de particuliers ou autres. Donc oui, on définit ensemble une place de stationnement, on le définit aussi évidemment avec l'autorité compétente pour faire un arrêté de stationnement, etc. Et puis on fera une place de stationnement dans l'espace public pour la voiture, avec un panneau, et donc c'est le fonctionnement en boucle. Du coup, moi, dernière question. On reste pour plus tard, c'est un peu de sécurité. C'est quelqu'un qui a
vous recevrez tous les PV, toutes les contraventions, puis vous nous les enverrez toutes. Voilà. C'est la même chose qu'avec n'importe quelle voiture aujourd'hui dont on est propriétaire nous. Hein. Le propriétaire de la carte grise reçoit, et puis après on a un service qui s'occupera de rechercher qui était au volant et qui dénoncera, enfin c'est pas le bon mot parce qu'il n'est pas très joli, mais voilà. C'est plus notre problème, non. Mais on renvoie le problème. Exactement. Vous avez assez de recul pour nous dire ce qui se passe dans le Vercors? Oui. Enfin, en tout cas, on a des bilans intermédiaires, on va le dire comme ça. Ça reste à l'état d'expérimentation, le Vercors. Alors, on aime les expérimentations de manière générale dans la coopérative locale. Donc le Vercors, on a tenté en mettant, il y a déjà plusieurs années, on avait tenté. Puis ça n'a pas du tout fonctionné parce que il n'y avait pas forcément un bon regard sur l'autopartage ou une bonne compréhension de l'autopartage des autorités, la collectivité locale. On revient aujourd'hui sur l'axe tourisme, puisque c'est comme ça que ça a été porté, par Isère Attractivité qui est venu nous chercher aussi pour qu'on porte le sujet là-haut, avec eux. Mais en même temps, nous, on essaye de stabiliser pour que ce soit un service du quotidien. Donc on a développé au début plusieurs stations, donc le mode en boucle. On est revenu parce que ça ne tournait pas, donc on en a laissé une seule à Villard-de-Lans, devant la communauté de communes. Et puis à la place, on a développé des périmètres IA, des périmètres de free floating, là, les voitures rouges, de manière assez transparente. Je veux dire, on n'a pas à se le cacher, ça ne marche pas, mais comme dans toutes nos expérimentations, ça met beaucoup de temps, comme M Covoitline Plus, voilà, c'est absolument pas rentable économiquement. On persévère avec tous les acteurs pour se dire ok, c'est peut-être juste les graines qui commencent à germer auprès des habitants, et c'est une réalité. On a des collectifs citoyens ou des élus mobilité sur des petites communes du plateau qui commencent à nous contacter en disant oui, mais on aimerait bien qu'il y ait une station. Donc on y travaille, et on va, je pense, arrêter à terme les périmètres sur le Vercors pour essayer plutôt d'asseoir une station et la rentabiliser entre guillemets. Il y a a priori un achat auto qui sera intéressé à mettre sa voiture. C'est assez récent. Sur quelle commune? Sur le Vercors, je ne sais pas exactement où. Ouais. Okay. Bon, on y travaille, voilà, il faut sensibiliser, c'est vraiment du terrain là, pour le coup. On a encore le temps pour une question longue ou deux questions rapides. Ça peut faire vite. Je sais que tu as levé la main depuis tout à l'heure, mais peut-être... Est-ce qu'il y a une réflexion autour des flottes d'entreprises? On en a un peu parlé, mais l'idée c'est de dire on a aujourd'hui des salariés qu'on incite à venir au boulot en vélo, en transport en commun, et de l'autre côté des entreprises qui ont des véhicules qui ne tournent pas les week-ends. Est-ce qu'il y aurait une possibilité à ce que les salariés mettent à disposition leur véhicule à l'entreprise la semaine et en aient l'usage le week-end? Je ne sais pas si je suis clair. En gros, ça limiterait la flotte de véhicules côté entreprise et ça permettrait aux salariés de mettre à disposition leur véhicule personnel à l'entreprise. Est-ce que c'est une expérimentation que vous avez déjà envie? Non, pas comme ça, parce que là c'est un triangle c'est pas un montage qu'on a déjà fait. Ce qu'on a fait, c'est soit le particulier qui met sa voiture, soit l'entreprise qui met sa voiture, soit l'asso qui met sa ou ses voitures. Ça on sait faire. Mais Par contre, ce qu'on a, c'est des collectifs d'habitants, des fois, ou des copros qui se débarrassent, qui vendent, par exemple, qui font le choix de vendre des véhicules pour en racheter un ensemble et ensuite le mettre en partage pour la collectivité, enfin pour le collectif. Ouais. Donc ça, le plus simple, c'est l'entreprise en direct qui met des véhicules. Mais bon, on est ouvert, s'il y a des vrais exemples à travailler et à échanger, on est ouvert. Ouais. J'y pense, c'est ma zone d'activité. C'est encore en état. Comment vous gérez la saison hivernale et l'équipement obligatoire des véhicules du 1er novembre au 31 mars? Alors, sur l'agglo, toutes nos voitures sont équipées en pneus neige. Voilà. On a fait des fois des 4 saisons, des fois, c'est tout en pneus neige. On ne peut plus se permettre de changer 400 véhicules, c'est fini maintenant. Et en plus, on met à disposition gratuitement, sous réserve de nous le demander suffisamment tôt, nos équipes vont vous installer à l'intérieur des chaînes ou des chaussettes à neige et puis venir les récupérer. Voilà.
Mais votre question, elle se pose tout particulièrement quand on va en Chartreuse ou dans le Vercors, parce qu'une station d'autopartage que je dois déneiger de 40 cm de neige, gratter pendant une demi-heure, c'est un vrai frein en fait. Donc là, il y a les collectivités qui nous aident avec leurs services techniques pour conserver la station propre. Voilà. Et par contre, ça m'emmène juste une autre notion qui est que ça permet aussi à des entreprises, en passant par l'autopartage, de répondre aux normes de la ZFE. Parce que là, il y a un vrai enjeu à court terme. Donc toute la flotte répond déjà à cette exigence-là et permet d'éviter et de contourner le problème. Il est 19h, donc on finit pile à l'heure. Merci beaucoup. D'accord, ok. Allez-y. C'est pour... S'il y avait une réflexion ou pas du tout sur des voitures sans permis, surtout dans les régions Grésivaudan et tout ça, où on sait que parfois la voiture est quand même importante pour aller travailler, et où parfois le permis de conduire ne va pas avec. Donc je ne sais pas s'il y a déjà une réflexion, pas du tout, ou c'est quelque chose qui est complètement de côté. Alors il y a plusieurs niveaux de réponse. La première, c'est déjà qu'on accueille les jeunes conducteurs avec une offre promotionnelle. Voilà. Donc il n'y a pas de loueur déjà qui prend les jeunes conducteurs, nous on les prend et en plus on leur fait une offre promo pour que ce soit sur les 6 premiers mois en tout cas de leur permis. Les voitures sans permis, c'est une réflexion qu'on a depuis longtemps à l'échelle nationale et à laquelle on aboutit souvent sur la réponse de taux de sinistre très élevés et très compliqués à gérer et que c'est pas notre métier jusqu'à présent et qu'on botte un petit peu en touche à chaque fois que ça arrive. On s'est reposé la question récemment avec l'AMI, la petite voiture AMI. Il y a des startups de l'autopartage qui ont un modèle très éloigné du nôtre éthiquement, qui vont sur ce type de véhicule en général parce que voilà, c'est pas notre positionnement. On l'a encore écarté avec l'AMI aujourd'hui. On est plutôt à se dire qu'on va travailler avec les auto-écoles, on va travailler avec des territoires sur des grandes aides pour aller toucher des publics précaires, parce que si c'est ça l'enjeu, on va travailler avec les structures, avec Pôle emploi. On a une expérience sur Albertville en ce moment dans le cadre d'un financement Pandora, où justement on fait de l'autopartage solidaire pour ces gens-là qui sont sur prescription de leur référent emploi insertion. Et ça leur permet d'accéder aux véhicules dans un cadre très spécifique. Voilà. Mais les voitures sans permis, on ne fait pas. Non. Le TRIEV le fait, ça, le propose effectivement aux personnes en difficulté financière de pouvoir utiliser une voiture à masse, puisqu'il y a une voiture à masse, même deux. C'est dans une autre structure. Non. C'est Si. Ah bon, si. Merci beaucoup à tous, merci aux intervenants, merci à tous ceux qui ont participé, posé des questions, assisté à cet atelier. On vous propose de se retrouver pour un atelier sur l'alimentation et l'agriculture le mois prochain, puisque ces ateliers, comme je vous disais au début, c'est tous les mois.